Allons, merci. Merci d'être venu à cette réunion qui a été programmée il y a seulement quelques jours. Et je vois qu'il y a beaucoup de monde. Chers collègues de la faculté de sciences politiques et de droit, le recteur, dans l'optique de la préparation du nouveau plan stratégique, souhaite rencontrer les professeurs, les chargés de cours, les employés, les étudiants, tout le personnel de la faculté de sciences politiques et de droit. Je sais que ça s'est déjà fait à la faculté des sciences, que ça se fera jusqu'à la fin de l'année. Et l'optique, c'est donc la préparation du nouveau plan stratégique qui, je crois, sera déposé quelque part au printemps 2014, si je ne me trompe. Alors, je vais céder la parole au recteur qui va vous entretenir de ce plan stratégique, de sa préparation, du processus, de ce qu'il souhaite éventuellement discuter avec vous. Par la suite, nous aurons une période de questions de l'ordre de 30-45 minutes, mais je lui cède la parole pour 45 minutes à peu près. Monsieur le recteur. Merci, monsieur le doyen. J'ai pas besoin, j'ai déjà équipé en micro autonome. D'abord et avant tout, c'est un très grand plaisir pour moi d'être ici. Vous allez le constater sans doute. On essaye des choses nouvelles et vous savez que ma préoccupation principale, d'être le plus proche possible de la communauté, c'est ma préoccupation principale. Et là, ça fait partie du processus. C'est quand je vois les gens se déplacer pour entendre le recteur, c'est vraiment un réel plaisir pour moi. Alors, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre avec la Faculté de sciences politiques et de droit. Je vous avise immédiatement, vous voyez les gens de l'audiovisuel qui sont installés ici, la rencontre est web diffusée. Et ensuite, l'enregistrement est gardé sur le wiki rectorat, dont on parlera un peu plus tard. Et donc, je voulais vous en aviser, parce que quand vous prendrez la parole au micro, les propos que vous tenez sont enregistrés. La raison pourquoi on fait ça, c'est parce qu'on est parfaitement conscient que dès qu'on essaye de placer des rencontres, j'en fais 10 là, dans les 2 semaines qui suivent, on n'a pas tout le monde est occupé à toutes sortes de choses. On est dans des moments aussi de fin de session. Alors pour les gens, les personnes qui ne sont pas capables d'assister à ces rencontres-là, on trouve important qu'ils puissent retourner sur le site et regarder ce qui s'est passé, regarder les interventions. Et c'est pour cette raison que les rencontres sont web diffusées. Je vous présente aussi, puisque j'amène avec moi 2 personnes, Madame Chantal Bouvier, qui est assise derrière là, qui est ma chef de cabinet, ainsi que ma conseillère politique personnelle, Céline Séguin. Je me plais à le dire partout et je vais vous le dire à vous aussi. Vous savez, ces 2 personnes-là et moi, c'est ça qu'on appelle le rectorat, là, puisque les 2 autres personnes qui travaillent dans notre bureau sont les personnes qui s'occupent de la réception et des agendas du secrétariat. Donc, ce qu'on appelle le rectorat de l'UQAM, c'est ces 2 personnes-là et je voulais souligner pour moi la qualité du travail de mes collaboratrices. Comme je le dis souvent aux gens, si ce n'était d'elles, le recteur de l'UQAM ne serait qu'une entité conceptuelle non matérialisée. Alors, tout ce que vous voyez sortir, tous les papiers qu'on sort, les articles qu'on publie et tout ça, ben c'est notre équipe qui travaille et j'en profite pour souligner la qualité de leur travail et les remercier de bien vouloir m'aider dans ma tâche à titre de collaboratrice. Bon, je vais essayer d'être bref parce qu'on dit souvent ça, on n'a pas beaucoup de temps, alors comme on s'en vient vous écouter, ce serait dans l'ordre des choses que j'en prenne pas trop pour vous parler de quoi il s'agit, mais je vais quand même dresser rapidement la raison pourquoi je suis ici aujourd'hui. En premier, avant d'entrer dans le dialogue comme tel, j'aimerais vous parler des objectifs de cette tournée-là. En fait, vous le savez, le doyen vient de le mentionner, l'UQAM arrive à un moment où elle doit, son plan stratégique de 5 ans se termine et elle doit proposer un nouveau plan stratégique. Bien sûr, un plan stratégique, dans les termes des gouvernements, c'est des obligations qu'on a, il faut déposer ça à date fixe. Actuellement, c'est exceptionnellement le 1er mai qui doit être adopté parce que notre année universitaire, qui avant se terminait le 31 mai et l'autre commençait le 1er juin, maintenant elle se termine le 30 avril et l'autre commence le 1er mai. Donc c'est un plan stratégique qui est prévu pour le mois de mai. Mais ce que je voulais, c'est de le faire de façon différente des façons précédentes. C'est-à-dire, on part avec dans des bureaux, puis on équipe
des objectifs, on écrit une vision, on écrit des orientations, des moyens pour les atteindre, des actions à accomplir, puis des indicateurs. Puis ensuite, on soumet ça aux instances, puis là, les instances nous disent, bon, on va aller en consultation. Mais ce qui arrive, c'est un document qui est tout prêt, qui reste plus juste à regarder s'il y a des virgules qu'on veut changer. Et je pense que les gens sont difficilement capables de plonger en profondeur. Et moi, mon objectif, si vous avez déjà lu les textes ou assisté aux présentations que j'ai faites lors des allocutions du recteur à la communauté, mon objectif, c'est le plus possible de permettre à la base de l'université de s'exprimer et de se gérer de façon à ce qu'on puisse construire ensemble une université plutôt que de faire vérifier si des choses qu'on fait sont correctes ou pas correctes. Donc, l'idée, c'était, au départ, on va partir d'une façon où tout le monde pourra s'exprimer. Puis ce que j'entends par tout le monde, vous savez, dans une de mes allocutions, j'ai dit, l'UQAM, c'est pas une organisation, c'est pas un service public, c'est pas une compagnie, c'est rien de ça. L'université, c'est différent. Tout, c'est une communauté de personnes qui interviennent avec différents rôles, des étudiantes, des étudiants, des professeurs, des chargés de cours, des gens qui interviennent, et tout ça dans un seul but, et faire les débats nécessaires pour permettre à la société de progresser. Et permettre de progresser, ça veut dire en faisant avancer le savoir, en faisant avancer les connaissances, puis en permettant aux gens de se les approprier par un ancrage correct dans la population. Et l'université, c'est donc avant tout une communauté, et une communauté, ça se distingue par le fait que c'est elle-même qui établit ses valeurs, c'est elle-même qui établit ses principes. Donc, c'est essentiellement dans cette optique-là que je viens vous rencontrer aujourd'hui pour présenter la démarche de planification stratégique, ce que je suis en train de faire actuellement, échanger sur les valeurs, la vision, les orientations et le développement à privilégier pour l'UQAM. J'ai écrit déjà quelques textes qui circulent un peu partout. D'ailleurs, sur le site web du rectorat ou sur le wiki dont je vais vous parler, tout ce que j'ai pu dire, écrire partout, y compris les articles de journaux, tout ça, c'est tout présent. Et vous avez peut-être remarqué, si vous avez consulté ces écrits-là, que j'exprime toutes sortes de choses en termes de valeurs universitaires. Qu'est-ce que c'est qu'une université? Quelles sont ses valeurs profondes? On parle de développer une culture du savoir, la recherche et le moteur même. C'est des choses qui sont des valeurs exprimées. Là, il n'y a pas tout le monde qui pense ça. C'est par la recherche qu'on devient une université, parce que notre formation, elle, s'ancre dans un milieu où les connaissances sont remises en question, puis on les développe, et ainsi de suite. Bon, toutes ces choses-là que j'ai exprimées, est-ce que ces choses-là, vous les partagez? Et est-ce que j'en oublie? Est-ce qu'il y a des choses dans l'UQAM qui devraient être connues, et ainsi de suite? Donc, c'est ça que ça veut dire, échanger sur les valeurs, la vision et les orientations de l'UQAM. Aborder les grands enjeux qui confrontent l'université du 21e siècle, on va en reparler tout à l'heure, mais j'aimerais ça entendre de votre part quels sont les grands enjeux. Où est-ce que vous campez en termes de qu'est-ce qu'on veut? Ce que je dis souvent, c'est nous sommes une communauté. Alors, comme communauté, qu'est-ce qu'on veut offrir à la société comme université qui a son identité propre, qui s'appelle l'UQAM, qui n'est pas l'UQTR, qui n'est pas l'Université de Montréal, qui n'est pas l'Université de Sherbrooke. Alors, c'est le but ici d'aborder les grands enjeux et les défis. Ouvrir le dialogue, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire échanger avec les gens et s'assurer que la planification, le but de tout ça, c'est que quand on va arriver à un moment donné au dépôt d'un plan stratégique, on aura fait le maximum pour essayer de comprendre l'université et de présenter quelque chose qui s'arrime très bien à la communauté qui, elle, est essentiellement à la base. Donc, c'est essentiellement les objectifs de la tournée que je fais. Comment ça marche, le plan stratégique? Bien, il y a 5 étapes. Je pense que les 4 dernières, ça passe un peu d'explication puisque c'est les choses habituelles. Le premier, ça s'appelle un recteur à l'écoute, tournée, wiki, avis, sondage, et ainsi de suite. Bon, vous avez peut-être parcouru le site web et entré sur un site qui s'appelle Wiki Rectorat, qu'on a mis en œuvre directement du rectorat. C'est un site qui est chez nous. Le mode wiki, vous savez, c'est un mode un peu comme Wikipédia. D'ailleurs, le logiciel qui est utilisé pour le Wiki Rectorat, c'est le logiciel MediaWiki, qui est exactement le même logiciel que Wikipédia. C'est-à-dire, ça permet donc de faire ce qui s'appelle des co-constructions. Mais naturellement, dans un wiki, la co-construction, ça va bien quand on travaille ensemble pour construire quelque chose. Mais quand on veut exprimer des opinions, et possiblement des opinions qui diffèrent, c'est plate de rentrer sur une page de wiki puis d'effacer ce que l'autre a dit avant en disant non, c'est pas ça qu'il faut écrire, c'est d'autres choses. Alors donc, le mode wiki, ça fonctionne bien pour construire, c'est ce qu'on a pris pour les présenter, mais vous remarquerez, si vous allez sur ce site-là, que chaque page de wiki, quand on clique sur discussion,
normalement, qui est supposé d'être pour écrire une discussion, ça tombe sur un mode blog. On appelle ça un wikilog. Et là, les gens peuvent exprimer des opinions quant à ce qui a été dit. Donc, vous pouvez, n'importe qui de la communauté sur ce site-là peut ouvrir une page à elle ou à lui, et on va la présenter sous forme de blog, et les autres pourront y répondre. Et c'est de cette façon-là qu'on pense que, comme on a de la difficulté à se rencontrer tout le temps en présence et ainsi de suite, bien là, on a une façon. Et en même temps, ça va laisser une trace. Et c'est ça qui est important. Quand les instances vont... Quand on va tomber dans le mode normal de planification stratégique, bien l'autre, ce qu'on fait là, c'est normal aussi, mais disons que c'est pas l'habitude, là. Mais quand on va arriver dans le mode habituel, disons, bien à ce moment-là, on va avoir une masse d'informations qui vont permettre à tout le monde, parce que le wiki-rectorat, il n'y a rien qui est filtré, il n'y a rien qui est caché. Tout ce qui est donné, bien, il n'y a rien qui est caché. En fait, il y a une petite intervention qu'on fait avant de laisser passer sur le wiki. On a mis un avertissement. Il ne faut pas utiliser ce site à des fins de personnel, de critiquer des gens nommément et ainsi de suite, ou d'employer des propos qui ne sont pas normalement... on veut créer un espace de discussion, on ne veut pas créer un espace de chicane. Bon, c'est ça qu'on veut dire. Donc, mais pour ce qui est du reste, les opinions sont tout à fait... sont passées sur le wiki, et de cette façon-là, tout le monde a accès à ça, et tout le monde va disposer d'une information qui va permettre de juger quand on va faire les étapes suivantes, qui sont le traitement de l'analyse. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va, autour du mois de janvier, en rentrant, là, on va regarder ce qu'il y a de contenu, puis on va utiliser cette information-là pour essayer de faire une proposition. Une proposition qui va être traitée normalement par les conseils académiques, les instances, les divers parties formelles de l'université, pour arriver à l'élaboration d'un plan stratégique, une consultation habituelle. Cette fois-là, ça va être une vraie consultation, c'est-à-dire on va procéder formellement. La commission des études va transmettre un document, demander un avis, les avis vont rentrer, et ainsi de suite. Et on va procéder en dernier lieu à l'adoption du plan stratégique par le conseil d'administration. Et vous avez à peu près les dates prévues pour ces choses-là. Donc, en plus de la tournée puis du wiki dont je viens de parler, il y a d'autres possibilités. Vous pouvez envoyer des avis à l'adresse email du rectorat, il n'y a pas de problème. On va les prendre. Et comme je dis aux gens, n'importe quoi. Vous pensez à quelque chose, même un post-it, on va le prendre, puis on va trouver le moyen de l'utiliser. Et il y a dans le wiki, il y a une partie qui s'appelle un sondage, parce qu'on sait que des fois, des gens n'ont pas vraiment le temps d'écrire un texte ou de s'exprimer, quoi qu'on aime mieux ce mode-là, parce que ce mode-là nous permet de mieux comprendre la position de la personne. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les valeurs que j'avais déjà discutées lors des allocutions, puis on demande aux gens, est-ce que vous êtes en accord ou vous êtes défavorable avec ça, et ça nous permet de donner une idée si le discours du recteur correspond à ce que les gens pensent. Et en passant, je peux vous donner tout de suite, puisqu'il est déjà en œuvre depuis quelques temps, il n'y a pas un trop gros trafic sur le wiki. C'est dommage, parce que c'est un pari qu'on fait en se disant que la communauté s'approprie le processus, mais s'il n'y a pas trop de trafic, on va avoir de la misère à constater l'appropriation. Mais le sondage, lui, est utilisé énormément. On a beaucoup de données qui rentrent. On va à un moment donné sortir ce qui est arrivé au niveau des résultats du sondage. Donc, essentiellement, c'est la démarche que je m'en viens de vous présenter. Et vous savez que j'ai déjà exprimé des valeurs, les valeurs d'autonomie universitaire et de liberté académique. J'avais dit dans ma campagne électorale que je le ferais, quitte à me mettre la tête sur le bio. Ben, je ne pensais pas que je l'aurais fait autant que ça, parce qu'il n'y a pas une fois où je suis intervenu dans un journal ou partout où c'était pas sur des questions de liberté académique ou d'autonomie institutionnelle. Ce qui, les gens me disent souvent, mais c'est évident, ces valeurs-là. Mais quand on regarde ce qui se fait en pratique, c'est loin d'être évident. On est toujours en train d'attaquer ces choses-là qui sont pourtant le fondement de l'université. Donc, le fondement de l'université avec une mission qui consiste à développer une culture du savoir, et le développement de la culture du savoir, on le fait par 3 moyens: les services aux collectivités, la recherche et l'enseignement. Et tout ça, il n'y a pas de priorité de l'un ou l'autre. Plus je regarde l'université,
plus je me rends compte que notre ancrage dans la société est essentiel à la définition de nos problématiques de recherche, lesquelles sont essentielles pour éclairer la société en général, donc l'appropriation par la société, et aussi nous guider dans nos moyens pédagogiques pour assurer la formation de personnes qui vont devenir des citoyens très engagés et qui vont permettre de faire évoluer la société dans son ensemble. Donc, ça, c'est les valeurs essentielles. En fait, vous pourrez parcourir tous les textes qui sont là, y compris les points à la commission des études qui s'appellent pour en finir avec les visions ahistoriques et réductrices de l'université. C'est des choses c'est le même qu'on introduit les points à la commission des études. Vous pourrez regarder ça. Ce sont les valeurs qui sont exprimées et ma préoccupation, c'est est-ce que ça correspond à ce que vous, comme personne, membre de la communauté UQAM, véhiculez? Est-ce qu'il y a des choses que j'oublie? Est-ce qu'il faut en ajouter? Parallèlement à ça, je me suis simplement contenté d'exprimer 5 grandes orientations. Je n'avais pas plus que ça là, pour l'instant, parce qu'on veut que les gens s'expriment là-dessus. Et il m'apparaissait que ces 5 grandes orientations-là étaient un bon point de départ pour partir un plan stratégique. On part toujours avec des orientations. La première, c'est de consolider la recherche et la création. Alors, ce qu'on aimerait savoir à ce niveau-là, c'est bien beau de dire consolider la recherche et la création, je l'ai dit dans ma campagne électorale aussi, et c'est une nécessité, parce qu'à un moment donné, on développe, il y a des nouvelles embauches qui se font, il y a des projets qui démarrent, mais à un moment donné, il faut regarder qui on est, dans quoi on opère et comment on ferait pour permettre à ces avenues-là qui semblent prometteuses parce qu'on semble avoir une expertise qui est profitable à tout le monde, comment faire pour la faire émerger à un point tel qu'elle puisse devenir très visible et qu'elle puisse se répandre à l'international et tout ça. Donc, c'est dans ce sens-là que j'entends consolider la recherche et la création. Donc, ça veut dire quoi pour vous, ça? Est-ce que ça veut dire mettre des nouveaux programmes de soutien logistique à des démarrages de carrière? Est-ce que ça veut dire plutôt choisir des thèmes extrêmement porteurs et puis essayer de greffer à ça d'autres thèmes complémentaires? Est-ce qu'on devrait est-ce qu'on devrait favoriser la croissance du financement externe par rapport à l'université? Puis quand je parle de croissance du financement externe, je ne parle pas en termes de choses précises. C'est bien sûr qu'il y a les organismes subventionnaires habituels, mais l'UQAM, depuis sa création, a tissé des liens avec plein de gens dans la communauté, et je le dis souvent, comme à l'Assemblée nationale récemment, je disais, vous ne savez pas à quel point les services aux collectivités, dont nous sommes les experts, là, parce que les autres ont trouvé ça à un moment donné de leur existence, mais nous, on est experts au niveau des services à la collectivité, puis on a pu montrer à quel point notre ancrage dans notre société immédiate nous permet aussi d'intéresser des gens aux études universitaires, de faire comprendre qu'est-ce que ça peut amener l'université, puis finalement les amener à l'université. Il y a des gens debout en arrière, il y a beaucoup de place ici. Là. Ça vous dérange pas. Si vous le voulez, là, j'ai pas de. Je veux juste signaler qu'il y a des. Comme d'habitude, les places se remplissent à l'envers. OK, donc, c'était ça ma préoccupation au niveau de ça. Qu'est-ce qu'on fait avec comment on pense le financement externe de l'université, tout en respectant nos valeurs? Il y a l'autre aspect, comment on fait la promotion de tout ça. Donc, c'est les grands items que je vois. Et ça, j'aimerais bien vous entendre sur la consolidation de la recherche et de la création en tant que moteur de l'université. Et là, dans ma tête à moi, et ça, vous pouvez remettre ça en question aussi, l'activité de recherche est au centre de l'université. C'est sûr que c'est une mission confiée au corps professoral, mais c'est sûr que dès que les étudiantes et les étudiants s'y adonnent, ben à ce moment-là, la création de connaissances, la remise en question des savoirs existants, comment on fait pour pousser plus loin les limites de la société, c'est ça qui nous permet à la fois un ancrage qui fait progresser le monde et en même temps une formation de qualité. Alors, donc, pour moi, c'est un centre. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, allez-y, on peut en discuter. C'est des choses, justement, qui doivent être à l'origine même du plan stratégique. Quand on va dire, on va faire ci, on va faire ça, on va développer tel programme, bien, ça dépend des valeurs qu'on a en arrière. Et donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. L'autre question qui est préoccupante aussi, assurer la qualité de la formation à tous les cycles d'études. Ça se fait de plusieurs façons. Et là, je vois que le temps passe vite. Je vais essayer d'accélérer un petit peu pour ne pas prendre toute la place. Mais un exemple.
un exemple là-dedans. Faut penser à plusieurs façons de faire qu'on connaît bien, nous, dans l'UQAM. On pense au monitorat de programme, par exemple. On dit souvent que les gens en mathématiques, il y a beaucoup de décrochage. Il y a beaucoup de décrochage. Est-ce que vraiment on accompagne correctement les gens dans le processus? C'est souvent, il y a des moments difficiles. Est-ce qu'on a créé une communauté universitaire autour de ça qui va nous permettre de travailler ensemble pour amener la motivation nécessaire, les éclairer au moment où ça ne marche plus, puis ainsi de suite. Bon, donc, c'est des choses comme ça quand je pense à la qualité de la formation. La qualité de la formation, pour moi, est très liée à la qualité de la vie universitaire, si on aura l'occasion d'en parler. Puis, vous savez, c'est une particularité qu'on a faite dès le début. Alors, la question de l'accessibilité aussi, c'est quoi ça veut dire accroître l'accès à la formation? Parce que c'est sûr, il y a eu toutes sortes de discussions sur l'accessibilité en général, mais il y a la question concernant les droits de scolarité, il y a la question concernant les choses en région qu'on fait, mais il y a plusieurs façons de le faire. Si on travaille avec les cégeps, par exemple, pour s'assurer de partager des choses en commun, et on permet à l'identité de l'UQAM d'être accessible ailleurs que simplement sur le campus. C'est un exemple de choses qu'on pourrait faire. Et accroître l'internationalisation de l'université, mais là, je vais vous dire ça, peut-être vous avez vu mon discours au Corim, peut-être. Quand j'ai pensé à ça au moment de la campagne, je trouvais que ça manquait dans notre université. J'ai pensé à vous en particulier, parce que c'est le domaine. Quand j'ai fait ma présentation au Corim, là, dans ma tête, il y avait juste des choses qui venaient de chez moi. C'était un peu. Parce que la vision que j'essayais d'exprimer de l'internationalisation, si vous vous en rappelez, c'est l'internationalisation autrement. Et l'internationalisation autrement, je le partais le discours en disant, regardez ce que le gouvernement fédéral dit. Le gouvernement fédéral émet à un moment donné une directive en disant, nous avons fait des études et nous constatons que le marché des étudiants étrangers, c'est le même qui emploie le terme, là, constitue un revenu de 8 milliards pour le Canada. Alors, c'est plus haut que les ventes d'avions, c'est plus haut que les ventes d'hélicoptères, c'est plus haut que... Et donc, il y a là quelque chose d'essentiel pour le développement. Et le message qu'on envoie, c'est attention les universités, restructurez vos affaires, aller dans les secteurs qui permettent d'attirer le plus possible les clientèles étudiants venant des pays émergents. Bon, vous avez entendu le discours, là. Wow, c'est quoi une université dans la vie, là? Puis la question que je posais, c'était tout simplement, ceci pose la question du rôle de l'université. Est-ce que l'université est là pour satisfaire les besoins de la mondialisation de l'économie ou n'est-elle pas là plutôt pour tisser des liens, c'est ça qu'on parle quand on parle d'internationalisation, avec des gens qui partagent nos valeurs, dans le cas de l'international, dans d'autres pays, de façon à créer des réseaux où chaque partie du réseau devient de plus haute qualité par la contribution des autres et le partage des expertises, ce qui permet de créer des réseaux pour la formation au cycle supérieur et même éventuellement au premier cycle, ce qui permet à l'université d'étendre son action au niveau de son ancrage dans sa communauté et finalement rend accessible à la population du Québec le savoir du monde entier tout en rendant au monde entier le savoir du Québec accessible. Bon, je pense que quand on pose la question, moi, c'est le choix que j'ai fait là. Et ça a des impacts majeurs sur la façon de concevoir l'internationalisation. Et après, quand je suis allé en Chine pour parler de l'internationalisation, c'est exactement le même discours que j'ai tenu. Et en passant, il passe bien, là. Ça, c'est une chose que j'ai constatée. Il n'y a pas trop de problème. Quand on pose ces questions-là très claires, là, on dirait que les gens disent « Wow, peut-être, effectivement, il y a quelque chose qui ne marche pas dans... » Parce que, en fait, je vais vous dire ce que je pense, puis là, je vais essayer de faire ça. La confusion, là, la vraie confusion, là, je pense, parce qu'on a parlé souvent des universités d'interdisciplinarité puis de multidisciplinarité, une autre affaire. Je pense qu'on confond l'international avec le multinational. Et ça, c'est une catastrophe. Oui. Autrement dit, l'autre vision, là, c'est de développer des multinationales ou des McDonald's de l'enseignement supérieur. On va se concentrer sur des produits, on va éliminer des affaires parce qu'on va être efficace. Donc, on mesure en termes d'efficience, on mesure en termes de toutes sortes de variables qui sont essentiellement dictées par le monde de l'économie de marché en général. On va se fixer des objectifs, puis là, on va faire des produits très limités, puis on va tasser les cultures de partout, puis on va les vendre partout dans le monde, puis même, on va être internationalisé. Bon, c'est ça que je dis que ça n'a pas d'allure, là. Le mot international ne veut pas dire ça. C'est le monde multinational qui veut dire ça. International, ça fait appel
à un partage, à une création de réseau à partir de choses qu'on a en commun. Et quand on a des choses en commun, ensuite, le reste devient tout simplement des complémentarités qu'on peut ensuite mettre en œuvre pour agrandir notre champ de savoir. Bon, je vais arrêter là parce que là, je pourrais partir pendant les... Mais je ne me trompe pas quand je dis que je pensais à vous puis ça marchait, parce que quand j'ai fait au Corim la liste des projets, ça sortait tout, l'un après l'autre, puis ça coïncidait exactement avec cette vision de l'international. Alors, voilà. Évidemment, les deux autres qui sont en dessous, favoriser les partenariats et la collaboration, ça, c'est un dossier, là, les universitaires de vitesse, le mode de compétition versus la collaboration, c'est ça qui est écrit là. Partenariat et collaboration, on travaille en mode... Il y a une seule façon pour les universités de travailler, c'est en mode collaboratif. Sinon, tout ce qui se produit, c'est tenter d'exclure des morceaux du savoir pour se donner un avantage stratégique, politique, économique, social, nommez-les, ça n'a pas d'importance, alors que les universités sont faites, et c'est ça que le monde font sur le terrain. Les étudiantes et les étudiants, les professeurs, spontanément, ils se parlent entre universités, puis ils mettent les choses en commun, puis c'est ça qui permet effectivement de faire avancer le savoir. Sinon, on se limite, puis on reste enfermé dans une bulle, puis on n'est pas capable de le développer. Alors donc, le mode collaboratif, pour moi, c'est le mode essentiel pour fonctionner. Mais là, quand je réfléchis à ça, je vais vous dire tout de suite, là, on n'est pas en assemblée générale, ni en commission, ni en quoi que ce soit. C'est pas juste dehors, ça. On peut se poser aussi des questions quand on parle de l'actualisation de notre université. Est-ce qu'on l'a en œuvre aussi à l'interne? Est-ce que quand on fait des choix, est-ce qu'on essaye de mettre des clôtures pour essayer de... Bon, puis quand je regarde, on a plein de collaboratifs, mais on a aussi des difficultés à certains endroits au niveau de notre façon de faire. Et je pense qu'une façon comme ça, où on essaie de mettre la communauté ensemble d'un seul coup, ça devrait favoriser. Donc... Et évidemment, adapter l'organisation aux réalités nouvelles, essentiellement, bien, quand on fait un plan, puis qu'on se donne des objectifs académiques et universitaires en général, bien, il va y avoir à regarder notre structure. Est-ce qu'on a la meilleure structure pour faire ça? Est-ce qu'il y a des changements structurels qui seraient importants? Est-ce que nos façons de faire, nos services, nos choses sont adaptées aux besoins? C'est à ça que ça fait appel. Et l'autre partie qui me préoccupe beaucoup, et je la lance tout simplement à titre de discussion. Vous savez que dès le début, j'ai insisté beaucoup sur deux choses. On va d'abord que les relations gouvernementales, c'était le recteur qui devait s'occuper de ça, et je vais vous dire, franchement, c'est un très bon choix, parce que je passe mon temps avec le ministre, le premier ministre, puis l'UQAM est connu maintenant, est très bien connu, puis quand ils veulent faire des affaires, ils consultent. Ben, ils ne font pas toujours ce qu'on dit, mais ils consultent. Avant, on était ignorés. Alors, donc, ça, c'est une bonne chose. Mais parallèlement à ça, j'ai créé un vice-rectorat au système d'information. Système d'information au sens large, et naturellement, vous comprendrez que dans ce monde-là, ce que je favorise comme approche, c'est la même qu'au niveau de l'université. Il faut que nos méthodes administratives fonctionnent de la même façon que les valeurs de l'université. Donc, je suis dans l'open source. On est en train de discuter d'un projet phare qui va nous permettre, parce que quand on est dans l'open source, on crée du logiciel de façon collaborative, ce qui nous permet de travailler ensemble sur un tronc commun qui souvent est 80% de nos besoins en termes de technologie de l'information. Et ça ne nous empêche pas, à cause du fait que c'est normé pour que tout le monde se parle, d'adapter toutes les choses qu'on fait, parce qu'il n'y a pas de licence, d'adapter ça. Bien, il y en a une, mais elle s'appelle la licence publique générale, c'est-à-dire la licence qui dit qu'il n'y a pas de licence. C'est le même qu'on a trouvé juridiquement le moyen de s'en sortir. Et ça nous permet de co-construire un espace technologique qui va permettre de s'adapter aux identités locales. Et quand on pense de faire l'international, d'aller dans des endroits où ils n'ont pas les mêmes capacités que nous, bien, on ne peut pas exclure quelqu'un à l'international parce qu'il n'est pas capable de payer la licence d'un tel logiciel et ainsi de suite. Donc, on est capable de cette façon-là de faire suivre la technologie, et c'est ça qui est essentiellement la base de ce que je veux faire. Et au niveau de l'autre aspect, c'est la vie universitaire. La vie universitaire, c'est un domaine qu'on a souvent ignoré. On a souvent vu ça comme des questions de gestion de ressources humaines. Bon, je l'ai déjà dit dans un autre discours, je suis tanné d'entendre parler de l'université en disant qu'il y a des clientèles étudiantes puis des ressources globales c'est une communauté, l'université. C'est une communauté. La vie universitaire, la qualité de vie, le développement durable, l'environnement dans lequel on travaille, les possibilités de développement de carrière, l'intégration des gens à nos activités, de nos étudiants et des gens de la communauté, sont tous des choses qu'on doit mettre sur la table, et ça doit se faire d'une façon participative avec tout le monde dedans.
Alors, donc, c'est pour ça que j'ai préféré parler d'un vice-rectorat à la vie universitaire qui englobe l'ensemble de ces façons-là. Donc, vite fait, quelles devraient être les valeurs qui nous guident? Quelle est votre vision de l'UQAM, son rôle, sa mission? Qu'est-ce que vous pensez des orientations stratégiques dont je viens de vous tracer des grandes lignes? Quelles sont vos préoccupations? Quels sont vos principaux défis, selon vous? Comment vous voyez, autrement dit, l'université de demain? Et qu'est-ce qu'on devrait adopter comme grande priorité pour l'UQAM? Et ceci, vous pouvez tout le faire, évidemment, sur le Wiki Rectorat, qui est à cette adresse-là, où vous pouvez créer des espaces, déposer des textes, envoyer des avis, participer aux différents blogs qui sont avec les avis qui sont déposés. Et de cette façon-là, on pourra, dans la continuité, et je ne vous cache pas que si ça marche, le Wiki Rectorat, c'est une façon... Moi, j'ai parlé de Open Data, d'Open Access, d'Open Source. Là, ça va être le Open Governance. Et puis, une des façons de le faire, c'est de permettre à la communauté de... Et je compte le garder longtemps, parce qu'un recteur à l'écoute, c'est pas le 6 janvier au matin, c'est fini, il n'y a plus d'écoute, on n'écoute plus rien, puis on s'en va. On va continuer, évidemment, bien sûr, à fonctionner dans ce sens-là. Alors, c'est essentiellement pour ça que je suis ici aujourd'hui, et là, il est grand temps que je vous écoute. Merci. Oui, on m'a dit que vous devez parler dans le micro parce que comme c'est enregistré et web diffusé, si ça se fait en dehors, on n'entend rien. Oui. Bonjour, je suis Geneviève Pagé, professeure en sciences politiques. Oui. Moi, je voulais vous entendre un peu sur l'aspect que vous avez nommé vie universitaire, ou je ne sais plus, c'était... Pardon. Il y a un peu de feedback. Vous êtes probablement au courant d'une lettre qui avait été signée par plusieurs professeurs au sujet des initiations qu'il y avait eu à l'automne. Bien sûr, on a fait suite à ça à travers la rencontre du, justement, nouveau vice-rectorat à la vie étudiante. À la vie universitaire. À la vie universitaire, voilà. Oui. Et bien sûr, entre quelques professeurs, plus on en parlait, plus on se rendait compte que, bien sûr, le problème, ce n'est pas que les initiations et qu'il faudrait essayer d'aborder un plan un peu plus global qui vise à développer une politique antisexiste plus large à l'UQAM. Je ne sais pas si vous avez eu des échos de la rencontre. C'est ce que le vice-recteur m'a dit précisément. On a fait une réunion, puis finalement, c'est un morceau qui pose un plus gros problème, puis il va falloir qu'on s'attelle puis qu'on fasse ça. Exactement. Donc, nous, on avait envie de suggérer un plan avec 3 éléments. Le premier concernant, bien sûr, les initiations qui étaient à l'origine de cette lettre-là, un recadrement ou encadrement paritaire avec les associations modulaires étudiantes, etc. Le deuxième plan, c'était au niveau des services de prévention, de sensibilisation et d'intervention lors d'agressions sexuelles, harcèlement sur le campus de manière un petit peu plus musclée, si on peut dire, que ce qui existe présentement, notamment avec la possibilité de créer un CALAX, un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel sur le campus, qui ont déjà l'expertise un peu partout à travers la province de ce genre de trucs. Et un troisième volet en travaillant avec les syndicats des professeurs, des chargés de cours, des employés sur les possibilités d'agression et de harcèlement entre étudiants, profs, employés, en fait. Bref, se déclinant tout comme ça, mais avec, encore une fois, un peu plus de muscles. Donc, si vous voulez répondre. Oui, je peux vous répondre. J'ai eu exactement le feedback semblable du vice-recteur Marc Turgeon, qui est vice-recteur à la vie universitaire, qui m'a fait état de toutes ces préoccupations-là. Ça tombe bien parce que, justement, c'est ça, la vie universitaire, et vous avez parfaitement raison. Quand vous dites qu'on ne tosse pas ça de côté, là, c'est des choses qui sont nos valeurs, qui sont en arrière de ça. Il faut les défendre. Il faut trouver, par exemple, les bonnes façons, comment on intègre les gens, et même utiliser le reste de la communauté extérieure à l'UQAM pour essayer d'atteindre ces objectifs-là. Donc, ce que j'ai entendu du vice-recteur, c'est qu'il était à l'œuvre pour essayer de
poursuivre et de développer dans le sens que j'ai entendu. Et je peux vous dire, par exemple, que je sais que les gens disent « oui, mais il faut », mais quand on est arrivé au mois de janvier dernier, puis qu'on a créé en mars, avril, le vice-rectorat en question, on s'est mis à regarder des affaires qui avaient été dans la poussière depuis longtemps. Là, toutes les affaires qui touchent le comité de développement durable, ça s'était jamais réuni. Puis un peu comme si on avait toutes plein d'affaires déjà pensées dans le camp, puis jamais personne n'avait accepté de les mettre en œuvre. Bon, là, je vous dis simplement, oui, on y va avec les moyens qu'on a. Et c'est sûr que plus on va avoir de monde qui va participer, plus ça va aller vite. Mais vous avez parfaitement raison. C'est ça, l'université. Entre autres, ça en est un exemple et ça doit être traité. Donc, on devrait être capable de répondre à cette demande-là de notre communauté. Oui, Dorval. Oui. Bonjour, Dorval Brunel, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal à la Faculté de Sciences Po et de droit. Monsieur le recteur, d'abord, je vais vous féliciter. Je pense que c'est une démarche tout à fait intéressante. La stratégie aussi. Il y a longtemps à l'UQAM qu'on avait pensé à la base, comme vous y pensez. Je pense qu'il faut vous féliciter là-dessus. Je voulais revenir sur deux des 5 points de tantôt, là, essayer de les lier. Oui. Bien sûr, la question de l'international. Il y a un des éléments de l'international sur lequel on n'est peut-être pas suffisamment. Vous l'avez mentionné, là, vous l'avez enfoncé le clou un peu. C'est l'internationalisation de la mission sociale des universités. L'UQAM est très forte là-dessus et je pense qu'on devrait peut-être diffuser davantage l'expérience de l'UQAM à ce niveau-là, à la grandeur des autres pays, des autres nations. Mais ça m'amène à dire autre chose et à soulever peut-être un élément qui, je ne sais pas s'il fait partie du plan ou on doit ou devrait en parler dans le plan. Quelle est la nature du lien de l'UQAM avec son réseau? Est-ce qu'on soulèvera ça dans le plan ou est-ce qu'on n'en parlera pas? Je pense qu'il y a là quelque chose d'assez intéressant, litigieux en même temps. Le réseau UQ. Oui. Je pense que ça serait intéressant qu'il y ait quelque chose là-dessus à l'intérieur du plan. On est pour le moment toujours membre de ce réseau UQ, même s'il vacille un peu. Et ça m'amène peut-être à vouloir penser que l'UQAM devrait jouer un rôle important sur le maintien du réseau UQ et non pas dans la solution qui est tracée par le rapport Bissonnette-Porter. Là. Et je ne sais pas si je suis hors d'ordre, Monsieur le recteur, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il faudrait soulever comme question. Est-ce que c'est un débat qu'il faut enclencher? Je pense qu'il y a quelque chose d'assez sérieux qui se passe et je voudrais qu'on essaye d'intervenir là-dessus. Moi, je ne suis pas du tout favorable avec l'idée de démanteler le réseau. Je pense qu'il y a là des variables de renforcement très importantes pour l'UQAM et l'UQ. Et je pense que l'UQAM devrait peut-être jouer un rôle plus fort là-dessus, ce qui nous amènerait tout à l'heure, si j'avais plus de temps, à penser cette vision-là dans une perspective d'internationalisation aussi. Merci. Merci, Dorval. Ça serait une bonne affaire à mettre ça sur le wiki. C'est le temps qu'on sort, parce que ça, on a parlé du réseau de l'UQ. Mais je vais revenir à la première partie de l'intervention. J'ai essayé de faire ça très court pour laisser à d'autres l'occasion de parler. La question de notre mission sociale, bien sûr qu'on devrait aussi l'internationaliser parce que c'est là qu'on se heurte à des... On existe avec une identité, il y en a d'autres. J'ai fait un petit dessin là, à un moment donné à partir de bases de données parce qu'on n'a pas vraiment équipé en base de données. Mais j'ai juste regardé au niveau des États-Unis, parce que c'est juste à côté, là, les universités américaines qui nous ressemblent. Là. Je parle pas de qui a gagné le prix de tel, puis les disques qui se tapent au ranking, machin. Je regarde celles qui, quand on les analyse à partir d'une sorte de multidimensional scaling, qu'on appelle en statistique, ils partagent des caractéristiques en commun. Puis je regarde ça, là, puis il y en a plein. Particulièrement en Nouvelle-Angleterre, il y en a plein là-dessus. C'est des universités comprehensives comme nous, qui avons des valeurs comme nous, avec des valeurs axées sur l'accessibilité, en même temps que, en fait, sur l'excellence socialement responsable. J'aime mieux employer ce terme-là, parce que c'est ça qu'on est, exactement. Et on se parle pas. Ils nous connaissent pas, on les connaît pas. Mais je regarde celles avec qui on collabore, c'est très, très, très petit. Et je me dis, plus on va créer une communauté réseauter de cette façon-là, plus on va se retrouver que nos valeurs, nos façons de voir l'université vont être reconnues puis qui vont être financées adéquatement, puis tout le reste va suivre. Donc, il ne faut pas rester isolé et dans ce sens-là, pourquoi pas profiter de ça pour profiter des efforts qu'on fait pour se placer à l'international, pour pas juste passer nos projets académiques puis nos projets de recherche, mais de passer aussi les valeurs de l'université puis qui on est. Donc, ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire concernant le réseau de l'UQ, bon, là, on peut entreprendre un très gros débat. Il n'y a personne qui a dit qu'il voulait démanteler le réseau de l'UQ.
ça, c'est... et regardez comme il faut encore dans le loi-cadre, pour être sûr, là. Il n'y a personne qui dit ça. La question du réseau de l'UQ, c'est pas la question du réseau comme tel, c'est la question du siège social. Et c'est ça la différence. Et là-dessus, ben, j'ai déjà exprimé des avis. D'ailleurs, ils sont là sur le wiki, puis ils sont là partout. L'autonomie universitaire veut que nous soyons entièrement maîtres de notre développement. Ça veut dire que quand on a un conseil d'administration qu'on s'est donné, puis ça, si on ne l'aime pas, le conseil d'administration, on peut changer ça. Là, on peut changer les façons, toute la gouvernance à l'intérieur de l'UQAM. On peut normalement, une université devrait être capable, parce qu'une université, c'est autonome. Une université autonome, ça veut dire qu'elle définit elle-même ses façons de se gouverner. Ça veut dire qu'elle définit elle-même les méthodes pédagogiques, et ça se fait à travers. Et on est capable de faire la démonstration. On n'a pas besoin de surveillance à l'extérieur. On est capable de faire la démonstration que ce qu'on fait est de qualité, satisfait des exigences d'éthique et ainsi de suite. On est capable de faire ça. Et c'est ça, la responsabilité qui va avec, c'est d'avoir des moyens de montrer de façon transparente qu'on est capable de faire ça. Alors, il n'y a aucune raison, quand on est une vraie université, qu'une instance qui, elle, n'est pas nommée par l'université, on y participe comme un joueur, et qui fonctionne selon des règles différentes sur lesquelles on n'a à peu près pas accès, soit capable d'entériner des choses qui sont décidées dans notre commission des études ou qui sont décidées dans notre conseil d'administration. Je veux parler par là du conseil des études et de l'Assemblée des gouverneurs. Et en plus, ça pose des problèmes. Je regarde à la prochaine Assemblée des gouverneurs, il va y avoir une proposition à l'effet que l'Assemblée des gouverneurs n'adoptera plus les budgets des constituants. C'est normal, les constituants sont assez grands pour être capables de faire ça tout seul puis de se gouverner. Et là, je leur ai dit, oui, mais si on n'adopte pas les budgets, les états financiers, bien, les états financiers, on ne les adopte jamais, c'est eux qui suivent les budgets. Puis si on n'adopte pas les budgets, habituellement, sont déterminés par les processus de planification stratégique qu'on fait. On n'adoptera pas les plans stratégiques non plus. Bon, mais honnête, là, si on n'adopte pas les plans stratégiques, pas les états financiers, ni les budgets, à quoi ça sert, là? Puis là, on maintient un siège social avec des... c'est vrai que c'est web diffusé, ça va être le fun. Bon, avec des instances, un secrétariat général, on a tout un dédoublement des choses. Et la vraie question, c'est, il ne faut pas que le réseau, les universités du Québec, puis regardez, là c'est un beau débat, il faut que tu le mettes sur le web, cette affaire-là, ça n'a pas d'allure, on va le faire. Non, mais pensez à la création de l'UQAM. Il y avait le rapport Parent, après, mais il y avait un rapport à côté qui s'appelait le rapport Rocher. Et ça a commencé comme ça. Le rapport Rocher disait, lui, il y a une nécessité absolue de créer une deuxième université française laïque publique, puis ça, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est nous, ça, c'est l'UQAM qui avons été créés là-dessus, avec un rayonnement en région parce qu'ils s'intéressaient au développement. On l'a pris au sérieux. On a d'abord, parce que vous savez, ça, je me plais à le dire, l'UQ a été développé par l'UQAM. Au départ, il y avait une masse critique au niveau de la métropole, et on a fourni beaucoup de programmes en extension aux nouvelles constituantes qui se créaient, une après l'autre, dans le réseau. On a ces programmes-là en extension sont devenus, lorsqu'ils ont pu faire des corps professoraux avec une masse critique qui était assez grosse, sont devenus des programmes conjoints, puis ensuite ils se sont autonomisés. C'est normal. Ça veut juste dire que le message, le projet était réalisé. On avait créé de véritables universités en région qui étaient capables de s'occuper de leur communauté de la région. Et la raison pourquoi est-ce que ça s'autonomisait, c'est parce que la problématique urbaine métropolitaine de l'UQAM avait d'autres objectifs que les problématiques en Abitibi-Témiscamingue ou à l'UQAM. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de réseau, puis ça ne veut pas dire que moi, j'aime ça quand je pense à l'UQAT, qui a une connexion directe, même physique, avec son cégep, qui est de l'autre partie de l'enseignement supérieur, puis que nous autres, on partage des profs. On a des profs qui sont employés à la fois à l'UQAT et chez nous, puis nous autres, qu'on travaille à l'international, tout ça sur la forêt. Et puis, ça crée un réseau, là, puis ça fonctionne parfaitement. Mais un réseau, comme le réseau Internet, comme le reste, ça n'a pas de tête. Bon. Alors, une fois qu'on a posé cette question-là, on peut poser, et moi, je dis, ce qu'il faut plutôt parler, c'est de services communs pour s'assurer que ces choses-là continuent de fonctionner comme des universités, parce que c'est sûr qu'il y a moins de ressources et certaines peuvent ne pas atteindre. Et c'est ça qu'il faut travailler. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est vrai pour l'ensemble du réseau québécois des universités. Et quand on pense, je vous ai parlé d'un projet avec le ministère qu'on est en train de faire sur l'open source et ainsi de suite, puis là,
l'intérêt, c'est de dire qu'il faut que les universités participent, il faut qu'on mette ça en commun. Qui j'ai comme premier joueur? L'UQTR, Polytechnique, l'Université de Sherbrooke, avec nous. Bon. Y a-t-il une différence? Y a-t-il deux réseaux? Y en a-t-il un qu'un? Ou des belles questions. Alors, on peut y mettre ça à la table. Je ne peux pas m'étendre plus longtemps, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler d'autres choses. Mais oui, ça serait pertinent qu'on en parle dans le plan stratégique. Il va falloir. Je ne vois pas. Moi, je ne me vois pas adopter un plan stratégique qui ne parlerait pas de ça. Autrement dit. Mais il y a beaucoup de discussions, puis c'est fun. Si on est capable de faire émerger un consensus, on va le prendre. Pour l'instant, il y a le recteur qui parle tout seul, dans différents avis, et ainsi de suite, puis la présidente du conseil. Merci. Oui. William Séguin, professeur au département de sciences politiques. D'abord, je voudrais effectivement vous remercier, moi aussi, pour votre initiative. Monsieur le recteur, je pense que c'est une très bonne chose que vous acceptiez de parler avec les gens de l'université. Alors, je voudrais vous parler de des orientations sur les 5 que vous proposez. La première, j'ai lu, parce que moi, je suis allée sur votre site là, du rectorat, et vous dites, pour la première orientation, qui est de consolider les activités de recherche, que ça va asseoir la réputation d'excellence de l'UQAM. Alors, moi qui suis sociologue des sciences, je suis consciente, et je pense que vous l'êtes aussi, que le concept d'excellence, il est très problématique. Il encapsule, comme on dit en bon français, une vision compétitive du champ universitaire. Le champ universitaire n'est pas le champ scientifique, il faut bien rappeler ça aussi. Donc, il y a là une vision, une culture qui nous est imposée, une culture compétitive. Donc, je m'étonne que vous utilisiez ce terme d'excellence. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'excellence socialement responsable. Alors, est-ce une stratégie de détournement du concept d'excellence? Si c'est le cas, monsieur le recteur, dites-le nous. Donc, voilà, je voudrais vous entendre. Donc, je voudrais vous entendre sur cette affaire d'excellence. Et si je peux me permettre très modestement un conseil, je pense qu'il faudrait éviter de parler d'excellence parce qu'on cède beaucoup trop à des gens qui ne supportent pas les valeurs que vous défendez, et notamment votre 4e orientation, la collaboration et le partenariat. Donc ça, c'était mon premier commentaire-question. Ma deuxième question, elle porte sur votre 3e orientation, qui est de favoriser l'internationalisation. Alors, je pense que vous connaissez le débat qui a eu lieu en France au printemps dernier, l'article 2 de la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche. Je connais très bien, oui. Il parlait avec eux autres, les Français. Alors, oui. Au nom de l'internationalisation, les Français acceptent maintenant qu'il y ait des enseignements en anglais dans les universités françaises. Il est certain qu'il y a une pression à parler anglais à cause de l'internationalisation. Moi, j'ai un séminaire, par exemple, en études sociales sur les sciences, où il y a une personne chinoise, tous les autres sont des francophones, on parle en anglais. Donc, je voudrais savoir, est-ce que l'internationalisation que vous proposez suppose de délaisser le français comme langue d'enseignement à l'UQAM? OK. 2 excellentes questions. Bon. On va régler l'histoire de l'excellence, puis vous savez, j'emploie le terme assurance qualité à plein aussi. Il y a, en quelque part, dans ma personnalité, un désir de provoquer. Ça marche toujours comme ça, là. C'est dommage, mais ça fait partie de mes façons d'être. Et il y a aussi, quand j'ai pensé au mot excellence, puis on pourra parler de l'autre après aussi, je me suis dit, c'est quoi l'excellence? L'excellence, c'est quand on atteint un certain niveau de qualité, on devient excellent. Et normalement, quand on fait de la recherche, quand on fait du développement pédagogique, quand on fait tout ça, on parle d'amélioration continue. Puis pourquoi on parle d'amélioration continue? Parce qu'on veut devenir de plus en plus de qualité, puis si on devient de plus en plus de qualité, on va finir par devenir excellent. On est excellent d'ailleurs, de toute façon. Parce que ça, quand on regarde les arts. Alors, moi, je m'en tiens à cette définition-là, qui, je pense, est la vraie. Pas celle qui repose sur un tas de paramètres du genre, il y a combien de mètres carrés dans votre université, ou quand on pense au U15, là, parce que ça, je me heurte à cette chose-là. On a eu la UCC, puis le U15 en passant, si on veut en parler dans le wiki, c'est le moment, là, parce que ça, c'est 15 universités qui sont autoproclamées excellentes. Comment ils sont autoproclamés excellents? Ça fait pas de sens, là.
on part des gens qui font de la recherche en disant j'ai une expertise là. Par exemple, comme je dis souvent, qui est excellent au Canada en océanographie? Puis là, c'est pas des jokes, là. Je l'ai vérifié au CRSNG, puis c'est vrai. C'est une personne qui est prof à l'Université du Québec à Rimouski. C'est ça, l'excellence canadienne. C'est là. Et c'est vrai. Bon, c'est sûr que cette personne-là, avec le temps, a développé une expertise qui est incomparable dans le reste du Canada. Ce qui arrive après, c'est qu'on dit, bon, ben moi, j'en ai un comme ça à l'Université du Québec à Rimouski, il y en a d'autres aussi dans d'autres domaines, mais à côté, l'autre grosse, là, qui s'appelle U of T ou UBC, eux autres, ils en ont 45-50 comme ça. Et là, c'est là que l'effet pervers arrive. On part de cette variable-là, qui est qu'on a... On en a plus, on est plus gros, c'est normal. On est en grande région métropolitaine avec des gens des plus grosses populations de profs et d'étudiants et ainsi de suite. On part de ça pour dire le fait que j'en ai plus, je deviens une université d'excellence. C'est là que la chose vient de s'écrouler, puisqu'en réalité, on est en train de confondre ce qui s'appelle un programme de frais indirects avec un programme d'excellence. Tant qu'on s'en tient à l'excellence, c'est la même excellence qu'on a quand on juge nos étudiants quand on, par les évaluations, quand on fait ça. Et dans ce sens-là, moi, j'ai pas de problème à employer le mot excellence. Puis en plus, je rajoute le mot socialement responsable, parce que l'excellence universitaire, en quelque part, les gens payent, l'université est une institution publique, elle appartient à, j'ai déjà écrit ça aussi, l'université comme bien public. Alors, à ce moment-là, quand l'université est un bien public, elle a des responsabilités face au progrès social qu'elle réalise. Ça veut dire qu'il faut qu'elle travaille dans l'ensemble des disciplines et non pas restreint, parce que l'autre concept d'excellence, c'est fini par arriver à ça aussi, là. Et je me sers du mot excellence, socialement responsable, pour dire c'est ça, l'université. Puis là, ça veut dire que les critères et les choses qui servent à évaluer le degré d'excellence de l'université sont sa capacité de pénétrer son milieu, le progrès. Moi, j'aimerais ça qu'on arrête de faire des bilans financiers, des choses comme ça, qu'on soit évalué juste à une chose, comment on a fait progresser la société. Puis je vous garantis que si on nous demandait ça, là, les gens comprendraient que s'il n'y avait pas d'université dans la vie, on serait vraiment mal pris en termes de progrès social. Mais en tout cas, ça, c'est pour ça que je dis ça. Puis l'assurance qualité, c'est la même affaire. Je vous dis juste une chose. Moi, j'ai lu sur l'assurance qualité, toute l'histoire de l'assurance qualité. Mais je pose une question. Savez-vous quand est-ce que c'est employé la première fois le mot assurance qualité? Non? Je vais vous le dire, je l'ai trouvé, moi. Parce que j'ai creusé jusqu'au bout. Le mot assurance qualité est apparu à un moment donné, vous savez. J'aime beaucoup le style Humboldtien pour l'université, parce que c'est l'affirmation même. Humboldt, là, c'est pas juste une université là, qui a proposé, c'est un système d'éducation au complet, puis il y avait des valeurs en arrière, justement, qui étaient basées sur l'excellence, mais peut-être un peu trop élitiste, là. Mais en tout cas. Mais le modèle Humboldtien a essaimé dans l'ensemble de l'Angleterre et des États-Unis à un moment donné. Et les collèges américains ont profité de cette notion-là de cycle supérieur, premier cycle, département, discipline, ainsi de suite, pour créer liberté académique et autonomie universitaire. Tout était là pour créer l'université d'Humboldt partout dans les États-Unis. Puis là, le gouvernement américain a dit, ça ne marche pas, il faut qu'on ait une agence gouvernementale qui contrôle le mot contrôle qui est employé. C'est-à-dire qu'on regarde si les diplômes qu'ils donnent sont tous équivalents et ainsi de suite. Et la réaction des universités, ça a été de se regrouper puis de s'opposer au gouvernement en disant si vous faites ça, vous venez de faire perdre l'essence même de l'université, sa liberté académique et son autonomie. C'est nous qui sommes capables de faire ça et on va le faire et on va vous le démontrer de façon transparente. Vous n'avez pas besoin de contrôler notre qualité. On va faire de l'assurance qualité. On va vous montrer. Et c'est la première fois que le mot assurance qualité est employé. Après ça, il a été charrié dans les entreprises, dans les normes ISO, dans toutes ces affaires-là. Donc, en réalité, c'est une assurance liberté académique et autonomie institutionnelle. Donc, c'est pour ça que je ne me gêne pas pour l'employer. C'est historiquement, là, vérifié, je peux vous donner les références, c'est écrit textuellement. Bon, mais j'aime ça provoquer aussi. Ça fait partie de la personnalité. On aura l'occasion. Ça serait le temps d'en parler sur le wiki. Monsieur. Bonjour, Samuel Rago. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, je l'avais écrit à part de ça dans mon petit coin. Ça, là, ben, j'ai déjà répondu à du monde qui m'ont écrit toutes sortes d'affaires, puis la question de la France, je ne suis pas là-dedans du tout. Là. On est une université publique laïque française. Ben, francophone. On n'est pas français au sens... en tout cas, bon, vous comprenez ce que je veux dire. Bon, et ça veut dire qu'on a la responsabilité de porter le français partout, à l'international comme dans le reste. C'est sûr
qu'à un moment donné, pour des raisons de communication, il y a des colloques, il y a des choses qui se font, on peut véhiculer les choses dans une autre langue. De toute façon, il y a tout intérêt à ce que les gens soient multilingues à un moment donné. Mais pour moi, là, ça n'a jamais exclu ça. C'est pas... autrement dit, on peut faire des choses en anglais si on veut, parce que c'est ça qui est souvent visé comme autre langue. Les gens parlent autre langue. C'est l'anglais qui est visé. Mais ça ne doit pas, en aucun cas, transformer notre université d'université francophone en université non francophone. Quand je vais vous dire vite, puis ça c'est un rêve que j'ai, quand je suis allé en Chine puis à Taïwan, la première chose qui m'a préoccupé, c'est j'ai demandé à TNU, Taïwan National University, s'il y avait des profs de français. Puis là, ils ont dit oui. Là, j'ai rencontré les profs de français. J'en ai rencontré aussi ailleurs, un peu partout. Puis l'idée qui est derrière de ça, c'est, je leur ai proposé qu'en utilisant une plateforme, comme on a développé ici, des plateformes open source, donc échangeables et là, on peut créer un réseau qui met en contact les profs de français avec l'UQAM, parce que c'est mon université, et nous, à cause de ce qu'on fait en termes de recherche et d'enseignement, puis en passant, la France ne fait pas ça, la France est en train de tout s'angliciser, puis de faire des affaires. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un réseau mondial pour parler aux profs de français. Et quand on fait ça, à Taïwan, les profs de français s'ennuient. Ils ont hâte d'entendre parler du monde qui parle la même langue qu'eux autres, et ainsi de suite. Et l'idée stratégique en arrière de ça, c'est que nous, on peut rendre accessible nos auteurs québécois à travers le réseau, à l'ensemble de la communauté des profs de français qui, eux, vont le distribuer dans leur réseau local. Puis on peut même intéresser du monde qui n'aurait même pas pensé aller faire des études en français, de revenir ici à travers ces choses-là. Donc, vous comprenez ma vision en termes on est une université francophone et on a le devoir de le dire, d'une part, de s'assurer que les gens maîtrisent correctement le français et plus, au niveau de l'international, de le valoriser. Et bon, ça ne veut pas dire qu'entre-temps, on ne travaillera pas avec des gens qui ne parlent pas notre langue, puis parce qu'ils ne parlent pas notre langue, on ne parlera pas à l'heure, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est correct, je suis capable, mais il faut toujours garder en tête qu'on peut faire ça sans s'angliciser comme université. C'est ça. Mais là, c'est sûr que la frontière, elle peut être mince. Il faudrait se donner des méthodes et des procédures au niveau de notre gouvernance qui assurent que cette vision-là est à l'œuvre. Ça répond à la question pour le français, Rémi? Oui. Monsieur Rago, excusez. Bonjour, Samuel Rago, maîtrise en sciences politiques. J'étais membre du conseil d'administration jusqu'au mois dernier, n'est-ce pas? Moi aussi, j'aime beaucoup provoquer, mais probablement pas dans le plan stratégique. C'est peut-être un peu trop important. Puis aussi, pour le wiki, je vais voir... Je n'ai pas dans d'autres choses, pourquoi pas là-dedans? Effectivement. Mais je vais peut-être le faire quand même. Si on se provoque mutuellement, pourquoi pas. Mais je vais fournir une contribution au wiki dès que la fin de session étudiante va être terminée, n'est-ce pas? J'ai quand même plusieurs choses. Je vais être très concis, je pense, quand même. Il y a un point qui manque, à mon avis, absolument. Bon, vous l'avez dit oralement, mais c'est pas par écrit. Et ce qui reste, en général, est l'écrit. C'est l'accessibilité aux études. L'accessibilité aux études, c'est un point fondamental dans la mission sociale de l'UQAM, qui est par ailleurs historique. On a vécu une grève importante qui s'est finie, disons, sur un faux pas avec l'indexation. Et l'UQAM n'a malheureusement pas fait grand-chose à date pour limiter les effets de la précarisation des étudiantes et des étudiants. Puis là, ça devrait, à mon sens, et probablement au sens de beaucoup de mes camarades étudiantes et étudiants, être dans le plan stratégique. Notamment, on pourrait penser, par exemple, à des projets favorisant des réponses à la précarité, par exemple le projet de cuisine populaire, le ras-le-bol, qui stagne relativement, beaucoup trop, en fait, par rapport aux besoins de la communauté étudiante, mais universitaire aussi en général, qui ne sont pas actuellement mis de l'avant tant que ça par l'UQAM. J'aimerais beaucoup vous entendre dire on veut que ça avance, puis on aimerait ça que ce soit fait dans la prochaine année. Je pense que ça rassurerait beaucoup de gens, entre autres. Aussi, l'autre question, à mon avis, qui manque cruellement dans les sorties publiques de l'UQAM, j'ai lu Le Devoir récemment, on parlait du CA, on parlait de beaucoup de choses. C'est quand même le mode de financement. Le mode de financement n'est pas mis de l'avant dans le plan stratégique de l'UQAM, puis je pense personnellement que c'est une grave erreur, tant le mode de financement actuel désavantage l'UQAM et d'autres universités de la même taille ou plus ou moins de la même mission sociale. C'est dommage parce qu'à l'UQAM, à peu près toutes les associations étudiantes facultaires ont une position, le rectorat a aussi une position, les syndicats aussi.
là, ben, étrangement, il se passe rien. Puis, relativement, il y a quand même quelque chose à faire là-dessus, et on en a déjà discuté par ailleurs au conseil d'administration. Puis enfin, modifier les paramètres de gouvernance concernant le CA, disons que ça m'a fait réagir. Là, on a vu la réaction de la présidente du conseil d'administration, somme toute très violente dans le devoir, que je considère personnellement tout à fait inacceptable parce que c'est s'en prendre à un étudiant en particulier sur la voie publique, ce qui est, à mon avis, tout à fait indigne d'une présidente de conseil d'administration. Mais j'aurai l'occasion de le dire moi-même. Alors, je sais pas, je trouve ça un petit peu ironique. J'aimerais beaucoup vous entendre sur des points peut-être plus importants, comme la précarité, comme le mode de financement. Je pense que ça devrait être dans vos objectifs principaux et prendre plus de place, vraiment, et qu'on ait un discours cohérent, potentiellement en porte-à-faux avec d'autres gens, mais c'est nécessaire. Merci. OK. On va prendre les deux morceaux, un après l'autre. La question concernant le roll-ball et d'autres types d'actions, il n'y a pas du tout dans l'actuelle direction. En fait, la personne, quand je parle d'actuel, c'est les gens, c'est le vice-recteur à la vie universitaire et le recteur qui sont indirectement le recteur. Il n'y a pas de limite à ça, sauf la question de faut en discuter au niveau de la communauté. D'ailleurs, on a essayé de faire ce qu'on pouvait avec les moyens du bord là, parce que, comme je vous dis, il y a des choses là. Peut-être qu'il faudrait que je vous dise que en un an, là, il y a les choses qu'on a essayé de pousser, dont la vie universitaire, dont, puis on va revenir sur le financement après, on fait des différences à un point tel qu'on on est en train de changer des choses dans l'UQAM. Vous avez sans doute pu le constater. Le discours n'est pas le même, la façon de faire n'est pas le même, et ça crée des changements, des bouleversements qui touchent l'UQAM est très complexe en termes de qui exerce des pouvoirs où et qui fait et ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas s'exprimer, et c'est ce qu'on essaye de faire, là. Et le vice-rectorat à la vie universitaire, dans ma tête, il a été créé au moment même où j'ai pris connaissance de ça. C'est pas vrai que les questions qui touchent les causes sociales, comme le roll-ball, en l'occurrence, comme la santé alimentaire en général, qui est une chose qui a été proposée aussi, ne sont pas importants, qu'on ne doit pas en discuter, mais il faut le faire en communauté. Et même dans le cas des soupes populaires, on a des avis, il y a des syndicats dans l'université qui s'interrogent. Et puis ce qu'on a dit là-dessus, c'est allons-y morceau par morceau. Ne tassons pas le débat du tout, mais essayons de créer des lieux où les gens vont pouvoir se parler puis se comprendre à un moment donné. C'est peut-être plus long, là, mais il reste que c'est plus solide, c'est plus durable, c'est plus ancré. Et ça, je peux vous dire que depuis un an, on fait vraiment des efforts pour ouvrir à ces dimensions-là qui, jusqu'à maintenant, ont été effectivement fermées. Au niveau du CAM, on ne voyait pas ça dans les priorités. Maintenant, c'est présent. Pour ce qui est de la précarité étudiante, c'est une chose, c'est un des éléments déterminants aussi. On a, quand on est une université excellente, en termes socialement responsables, on a des obligations en termes de nos étudiantes et de nos étudiants qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Et ça veut dire qu'il faut regarder toutes les dimensions. Je parlais tout à l'heure du monitorat de programme, mais c'est vrai aussi des conditions financières des étudiants, des façons que l'UQAM a de permettre aux gens, vous savez, le Conseil supérieur d'éducation a sorti un rapport dans lequel ils disent les étudiants atypiques d'antan, là, ceux qui n'étaient pas secondaires, cégep, université, puis ainsi de suite, linéaires, là, c'est maintenant rendu ça la norme. Mais c'est tant mieux, parce que l'UQAM, nous autres, on connaît ça depuis longtemps. Donc, ça touche toutes les questions qui parlent de la précarité, qui parlent des conditions de vie. Puis vie universitaire, ça veut dire ça aussi, conditions de vie de nos étudiantes et de nos étudiants. Faut les comprendre, il faut les connaître pour permettre justement que l'académique puisse s'ajuster à ça. J'ai dit au Conseil supérieur de l'éducation, faites attention, par exemple, parce que vous avez oublié une dimension importante. Si on est capable de devenir flexible, il va falloir que la recherche suive. Nos étudiants qui vont être au cycle supérieur, là, ne peuvent pas être privés de ce que d'autres étudiants qui ont plus de disponibilité, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour vous dire que là aussi, mais là, ce que je vous dis, c'est on peut en discuter de ça. Il n'y a rien qui interdit de dire qu'on va mettre
moi, je vous donne des idées. Si vous voulez les prendre puis les développer en disant, moi, je propose ça pour l'UQAM, ça va être bienvenu. Ça, c'est sûr. Mais c'est sûr que ça va rentrer dans un processus de discussion, puis ce ne sera pas un processus de filtration, mais ce sera un processus de discussion, comme je le fais là, avec la communauté, puis on va finir par arriver à des choix qu'on va prendre. Puis c'est ce que je pense. C'est un risque que je prends, là, mais je vais essayer de l'amener jusque-là. Il y avait d'autres choses, là. Le mode de financement. Ah oui! C'est sûr que le financement, c'est d'ailleurs à l'Assemblée nationale et tout ça. Moi, j'ai pour mon dire que le financement des universités est tout à fait mal adapté à la réalité des universités. C'est bien sûr celle que je propose. Par exemple, la collaboration. Comment ça se fait qu'on parle de collaboration puis on finance ces EETP en encourageant les universités à s'arracher les étudiants puis à faire de la compétition entre eux? Comment ça se fait qu'on travaille avec des EETP alors que quand on satisfait justement ce que le Conseil supérieur de l'éducation nous dit, c'est-à-dire de s'adapter, d'avoir une plus grande flexibilité par rapport aux besoins variables des gens qui veulent avoir accès à l'université, quand on fait ça, ben ça veut dire qu'on va avoir des gens, pour avoir un EETP, ça va peut-être nous prendre 4-5 personnes, alors que d'autres qui ne le font pas, eux autres vont avoir un qu'un, puis ça coûte bien moins cher s'occuper de rien qu'un que de 4-5, et puis ils vont financer de la même façon. Donc, il y a un problème. Ça, pour moi, c'est sûr, mais même à l'intérieur ici, la formule de financement, avant de toucher à ça, ça a l'air, mais inquiétez-vous pas, là, ça, là, pour moi, là, donnons-nous des objectifs, faisons un plan. À ça doit être associé des revendications au niveau des financements des universités, puis je vais essayer de le mettre en œuvre. Oui, M. le vice-doyen. Jean-Guy Prévost, vice-doyen aux études. J'aimerais savoir s'il y a des chargés de cours dans la salle. Oui. Les chargés de cours assurent 50 de l'enseignement à l'UQAM. Ça, c'est un élément qu'on devrait prendre en considération dans n'importe quel plan stratégique. Puis je vais intervenir en particulier sur le dernier point, là, repenser ou adapter l'organisation aux nouvelles réalités. L'UQAM a été créé il y a 45 ans sur un modèle de dualité département-programme. Puis c'est un modèle qui, à mon avis, est arrivé un peu à sa limite pour toutes sortes de raisons. La multiplication des programmes, la carrière des profs qui a changé. Dans les années 70-80, la recherche n'occupait pas la place qu'elle occupe maintenant. La structure démographique de l'UQAM, qui fait qu'on se retrouve actuellement avec un large bassin de jeunes, est évidemment mal adaptée à cette forme d'organisation. Des rigidités de la convention collective qui augmentent les coûts de ça. Et évidemment, ce pourcentage très fort de chargés cours. Et je pense que les chargés cours sont à l'UQAM pour toujours, dans une proportion très importante. Et puis, il faut aller dans l'intégration des chargés de cours au-delà des mesures cosmétiques qui ont commencé vers 1986, je pense. Je me souviens d'avoir participé à une grève de chargés de cours cette année-là. Il y a eu le comité d'intégration et on est toujours dans cette même logique dans la marge à intégrer les chargés de cours, alors qu'on pourrait trouver des manières. Ça suppose que la direction et les deux syndicats d'enseignants s'assoient ensemble pour changer des choses, mais on peut, entre guillemets, exploiter de façon beaucoup plus intéressante les compétences particulières des chargés de cours. On peut, et là on parle d'une vraie précarité dans certains cas, on peut trouver des méthodes que d'autres universités ont trouvées pour diminuer cette précarité-là, mais surtout, si on est une communauté et puis il y a 50 des gens qui assurent l'enseignement qui sont un peu en marge de cette communauté-là, on a un problème. Alors qu'on pourrait les intégrer de façon plus importante, par exemple dans des directions de programme et toute une série d'autres tâches. Ça suppose évidemment de revoir un paquet de choses, y compris jusqu'au fonctionnement des assemblées départementales. Mais c'est des choses qu'un plan stratégique peut choisir d'examiner sans qu'on sache immédiatement sur quel modèle on va aboutir au bout du compte. Merci, oui, c'est très pertinent. Je me permets d'ajouter une petite chose, parce qu'au moment où je me suis présenté comme recteur, j'ai rencontré l'Assemblée des chargés de cours. Et moi, c'est une question qui me préoccupe énormément aussi, parce que c'est tous des membres de notre communauté, c'est tous
tout le monde participe à ce qu'est l'UQAM puis comment il se développe. Puis c'est vrai qu'à des moments donnés, on a des façons de faire qui sont un peu exclusives ou qui ne reconnaissent pas la contribution réelle. Et moi, je suis totalement commis à l'idée qu'il faut s'en occuper. Mais ce que j'ai dit aux chargés de cours, c'est que depuis leur existence, il y a un petit problème au niveau de la conception même du rôle des chargés de cours. Puis pourquoi ça? Parce qu'il s'est créé, avec le temps, quand on a créé la fonction de chargé de cours dans l'université, c'était un expert qui passait la même expertise que les profs, qui qualifie autant que les profs. Donc ça veut dire que c'est des comités de programme sur les choses comme ça. L'expertise est là. Mais au départ, c'était pensé comme quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui vient apporter un complément et qui était enrichissant au niveau de... Et donc, on avait traduit ça dans un espace département, prof, et ainsi de suite. Mais c'est pas ça qui est arrivé dans la réalité. Dans la réalité, il y a deux sortes de chargés de cours. Il y a les structurels, qui sont en quelque part pas loin de ce qui s'appelle des profs, là, qui contribuent à toutes sortes d'activités, et ainsi de suite. Puis il y a les contractuels. Et j'ai dit, tant qu'on va être pogné avec ça, là, on va avoir de la misère à dessiner le portrait correctement. Et je leur ai dit en passant, si ça vous tente, et je vais leur reparler parce que je les rencontre, si ça vous tente, moi, la question structurelle versus contractuelle, je suis prêt à la mettre sur la table, puis en discuter. Comme ça, on va voir les choses clairement. Puis on va finir. Donc, ça, c'est une des dimensions, mais tout le reste que vous avez soulevé, tout à fait pertinent aussi. Et c'est la place, dans une discussion de communauté, de poser ces questions. Peut-être notre wiki, ce qui manque, c'est des petits thèmes qui auraient un effet très stimulant sur la communauté pour que ça parte. Là. Ça m'intéresserait beaucoup. Oui, bonjour, Daniel Crespo, étudiant au baccalauréat en droit. Je vais reprendre en fait l'amorce de M. Prévost ici. Il y a combien d'étudiants ici? Une poignée. 7 max. En tant que tel, on est que 2100, 2200 dans cette faculté. Malheureusement, il y a une poignée d'étudiants qui sont ici. Et c'est pas s'en étonner. Une semaine d'examen. Vous êtes ici depuis des années. Vous devriez le savoir. Une certaine présomption qui joue pas en votre faveur. Ensuite, par rapport, moi, ce que je voulais aborder, c'était surtout par rapport à la vie universitaire, mais en fait, c'est un sujet assez transversal. C'est la gouvernance interne que vous avez un peu touché tantôt. Vous avez parlé d'autonomie universitaire, que c'est dû à l'autonomie universitaire qu'on peut avoir une gouvernance interne. Ceci dit, dans le sens classique, l'autonomie universitaire implique également que le processus décisionnel émane également de la communauté tout entière. En ce sens, j'aimerais savoir si vous avez envisagé quelque chose, une réforme quelconque, ou si pour vous, la structure de pouvoir actuelle à l'UQAM est tout à fait correcte et désirable. Je dis ça dans le sens où, à mon sens, présentement, comme cas de figure, la vidéosurveillance, le processus décisionnel à l'UQAM vient invisibiliser la volonté de la communauté. On a ici, on fait le cas de la vidéosurveillance, on parle ici d'un comité à la vie étudiante qui a pris position par rapport à ça avec des revendications extrêmement précises et claires il y a de ça presque un an. On parle de les 7 associations facultaires étudiantes qui ont pris une position commune. C'est extrêmement rare que les 7 facultés se mettent main dans la main pour un front commun. Il y a au sein de la faculté, parce que ça nous concerne, puisque cette atteinte à notre vie privée nous touche dans ce pavillon, cet abus en fait, le comité académique facultaire qui a pris position, les assemblées départementales qui ont pris position, l'ensemble des associations modulaires, il y a un consensus. Or, que se passe-t-il? C'est que lorsque ces positions sont revendiquées par la communauté tout entière, il s'avère que le service de sécurité et de la prévention a préséance. Un service qui n'est pas élu, un service de techniciens, un service de technocrates, un service qui, en tant que tel, juste le fait que ce soit la sécurité, bon, il y a des tangentes assez dangereuses, vous savez. Donc, j'aimerais savoir si, pour vous, c'est tout à fait nickel ou s'il y a quelque chose à changer. Merci. Il y a deux aspects à votre question. Hein. Il y a une question sur la gouvernance et les modes électoraux et toutes ces choses-là. Là. Là-dessus, j'ai déjà dit, et là, ça serait le temps aussi, effectivement. C'est une bonne occasion de parler de ça. J'ai déjà dit que je ne comprenais pas, par exemple, que dans le mode de désignation du recteur, nous, le recteur est élu, mais par un collège électoral qui est défini selon des règles qu'on a depuis très, très longtemps. Je ne comprenais pas, par exemple, que pourquoi le vote de l'ensemble des employés de soutien de l'université peut être totalement annulé par un vote de cadre ou un vote professoral. Ça, il y a des choses, en tout cas, qui... Je
trouve ça un peu difficile. Là. Donc, il y en a plein. Là. Ça, là, on peut très bien faire un terme de discussion là-dessus, puis regarder comment on va évoluer. Puis même si on a un plan stratégique, c'est pas interdit de penser que l'université peut, à un moment donné, changer. Et dans ce sens-là, si la question que vous posez est est-ce que vous êtes ouvert à regarder ça, oui, ça fait partie de tout. C'est le sens même. On exerce notre autonomie universitaire, donc en ce sens-là. Et je parle d'une communauté et non pas d'une organisation avec des... donc ça, c'est pour la question de la gouvernance. C'est vrai aussi pour le conseil, c'est vrai pour toutes les façons d'être de l'université en termes de sa gouvernance. Pour ce qui est de la question de la vidéosurveillance, il faut le régler. Quand vous dites la communauté, il y a un consensus total au niveau de la communauté. J'ai eu des... Là, je ne parle pas de la sécurité. Là. Je parle d'employés de soutien et ainsi de suite. Il y a deux aspects qui est l'assurance d'une sécurité, d'être capable d'intervenir à des moments précis lorsqu'il se passe des choses. Puis c'est pas parce qu'on veut qu'il s'en passe, c'est pas parce qu'on pense qu'il s'en passe, c'est pas important, mais il faut que... Bon, vraiment, il y a des règles hors UQAM qu'on doit assurer, et ça parle de corridors, ça parle de capacité de repérer. Pensez à la fois où, dans le N, des gens ont été enfermés pendant un bout de temps, puis la raison pourquoi que les gens ne pouvaient pas sortir, c'est parce que personne ne savait où était la personne en question, et ainsi de suite. Donc, il y avait ces problèmes-là. Et ça a fait que des gens, et les employés nous en parlent beaucoup aussi, il y a des gens qui ont des inquiétudes réelles par rapport à ça. La chose que j'aimerais vous dire quand même, parce que quand ça a commencé, cette chose-là, il y a des caméras qui sont parties, premièrement, parce qu'on voyait bien que ça n'avait aucun bon sens, qu'il n'y avait pas de raison d'avoir ça là. L'autre chose, c'est que il ne doit pas, et je peux vous dire peut-être que moi je suis trop loin et que je ne m'en rends pas compte, il n'y a pas de surveillance au niveau de l'UQAM comme tel. En tout cas, de toute façon, si jamais ça était le cas, là, je suis totalement opposé à ça. Normalement, s'il y a des caméras, il y en a en passant dans le 5e, moi je me fais poigner souvent des caméras partout, puis dans les alarmes qui partent tout le temps, en tout cas, ça c'est nos affaires à nous. Mais la seule raison qui devrait être invoquée, c'est la capacité d'intervention en cas d'un événement de sécurité majeur, que ce soit un bris de quelque chose ou n'importe quoi, à des fins de guider le monde correctement puis de s'assurer. En aucun cas, et moi personnellement, là, je n'ai jamais vu ça comme recteur. Je n'ai pas demandé à personne. Je ne veux pas qu'on surveille le monde à l'intérieur de l'université puis qu'on dise quelle heure, quel jour, qu'est-ce qu'il faisait, et ainsi de suite. Là, ça va à l'encontre totalement des principes de fonctionnement de l'université. Bon, le vice-recteur à la vie universitaire a exactement le même avis. Donc, si ça se fait, là, ça se fait même en deçà du vice-rectorat, parce que ça, j'ai posé souvent la question pour savoir c'est quoi qu'on fait avec ça, là, puis ainsi de suite. Bon, et là, on est en train, il y a un comité, là, on a sorti les questions des règles, des lois, et ainsi de suite, puis tout le monde travaille là-dessus. Puis le vice-recteur, là, il fait ce qu'il peut, là, mais il tasse pas le dossier, il dit pas que c'est pas important, il dit pas que... Et donc, on devrait finir par la régler, cette affaire-là, à la satisfaction de tout le monde, y compris l'ensemble des employés, les profs, les étudiants, puis tout le monde. Et d'ailleurs, sur les comités en question, on ne met pas la sécurité là-dessus, on met les gens qui sont la communauté de l'UQAM. Et bon, ça, c'est l'information que j'ai. Vous savez que c'est loin, mon bureau est souvent éloigné des réalités telles quelles. C'est pas parce que je ne suis pas là, je m'occupe de l'Assemblée nationale, puis des gouvernements, puis ces choses-là, puis de vous représenter, puis je confie à des vice-recteurs. Mais à ma connaissance, tout ce que j'ai su et tout ce que j'ai demandé, les questions que j'ai posées, il ne devrait pas y avoir de vidéosurveillance dans l'université actuellement. Ça ne devrait pas exister. Il est juste arrivé un cas en partant quand je suis parti en janvier, puis on l'a arrêté de suite. Puis on n'en veut plus de ça dans le cas. Alors, donc, ça devrait... Et le reste, on va s'assurer d'avoir, tout en préservant notre sécurité, on va s'assurer d'avoir des façons de faire qui conviennent à la plupart des gens là, de façon ouverte. Oui. Bonjour monsieur, Martin Gallier, professeur au département de sciences juridiques et représentant des professeurs au CVE. Oui. Alors je suis ravi que la sécurité financière des étudiants visiblement fasse l'objet de discussions pour le moment. De même, je suis ravi que la sécurité alimentaire des étudiants et des professeurs fasse toujours encore l'objet au moins de discussions. Donc merci beaucoup, c'est quand même
une avancée, je pense. Je constate que concrètement, ce qui se fait en revanche, c'est la préoccupation sur la sécurité physique des personnes. Vous l'avez souligné, il faut être capable d'intervenir très rapidement. Je constate malheureusement que cette vision de la sécurité physique des gens est essentiellement tournée à coût de 2 millions, je crois, de budget, et plutôt 200 000 ou 400 000 budgets récurrents via un système de sécurité vidéo. On nous a dit au CVE que pour envisager, par exemple, un CALAC, il fallait penser à de l'argent. Il fallait réfléchir à argent. Donc là, visiblement, il y a beaucoup d'argent pour cette disposition. Or, ce qu'on a vu au CVE, c'est l'augmentation considérable du nombre de personnes qui ont besoin de soutien psychologique. C'est le problème de santé aussi physique qui ne sont absolument pas couverts correctement. À l'UQAM, il n'y a toujours pas d'infirmerie, il n'y a pas de médecin. C'était malheureusement votre collègue que je connais, là, René Côté, s'était battu, quand il n'était pas vice-recteur, en tout cas, pour qu'on crée minimalement une infirmerie. Je pense qu'il faudrait au moins un médecin. Vous voyez comme je tremble. Non, c'est... ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu 1300 ou 1400 personnes qui sont allées au moins une fois au service de soutien psychologique. Et ce n'est pas qu'un problème de soutien psychologique. Si aujourd'hui je me casse le poignet, qui est-ce qui vient me chercher? L'infirmier de service, c'est le gardien de sécurité. On n'a pas de données, c'est ce que nous a dit Marc Turgeon. Donc, non seulement on n'a pas de médecin, mais en plus, le corps professoral, par exemple, n'est pas couvert pour des yeux ou des dents. Donc, je pense que si on veut être capable d'intervenir en matière de sécurité physique des gens, avant de dépenser des millions dans la sécurité de vidéos qui ne sert pas à grand-chose, toutes les données sont connues. Un de mes collègues, Julien Pierret, vous a remis et envoyé un document qui montre à quel point votre politique en matière de sécurité est en deçà de tout ce qui se fait au niveau légal, strictement légal. Donc, non, mais très sérieusement, je me demande, est-ce que vous envisagez de faire quelque chose pour la santé des gens? Et j'aimerais bien aussi savoir, là je parle des étudiants parce qu'on les a au CVE, mais au niveau du corps professoral, la santé actuelle de mes collègues, et de moi en particulier, si vous voulez, est particulièrement préoccupante. Donc, je voudrais savoir si vous envisagez de faire... Allez, la réponse devrait être très courte, c'est oui ou non, est-ce que vous voulez un médecin sur... Oui ou non, vous voulez un médecin? Je peux répondre par oui ou non, mais vous avez plus qu'une affaire, là. Bon, la question du budget pour la sécurité, les objets de sécurité, c'est des budgets à part. C'est même pas... C'est des choses qui sont données par le gouvernement sur des... On pourrait leur demander là-dessus. On peut demander. Oui, on est en train d'examiner la situation. La question de la santé, bien, il y a un bout qui touche la convention collective, puis les assurances, puis ces choses-là, là, quand on parle des soins dentaires, mais ça va se discuter, je présume, aux tables de négociation, entre autres et en premier lieu. Là, c'est sûr que c'est là qu'il est là. L'autre affaire, oui, la réponse à l'autre, c'est oui. Et même, je pense, je ne me trompe pas, hein, si Marc est arrivé avec quelque chose là, qui va être... oui, il nous a fait une proposition où je ne peux pas vous dire exactement, mais c'est quelque chose qui tournera autour des services de médecin, mais avec une infirmière permanente ou je ne sais pas trop. En tout cas, on est en train de penser à ça. Là. Puis ça touche l'ensemble de la communauté, donc la préoccupation qui est là. Bon, pour ce qui est de la santé des profs, j'ai déjà, je pense que je peux vous dire ça, c'est pas secret du tout. Là, on a compris à un moment donné, la présidente du SPUC et moi, et le vice-recteur à l'universitaire en même temps, que c'est un problème, effectivement. Puis il est beaucoup plus compliqué dans le sens où il y a un stress qui est dû effectivement à la vie académique comme telle, là, en termes de réalisation, de temps. Puis la chose qu'on a dit spontanément tous les trois, c'est prioritaire. Il faut qu'on s'occupe de ça. C'est un élément. On ne peut pas penser qu'on va développer le corps professoral si on n'assure pas en même temps que la carrière se développe. Ça ne veut pas juste dire la carrière en termes de réalisation, mais aussi en termes de bien-être et tout ça. Puis c'est des choses... Ça fait partie... La vie universitaire, c'est là-dedans. Là. Je vous le dis à un moment donné, tout ça a un petit peu de temps. On vient juste de partir un paquet d'affaires en même temps, puis on se fait rattraper par les toutes. Parce que quand on part des affaires dans l'institution, il y a un mouvement qui revient, puis là, on est obligé de dealer avec les bureaucraties, comme d'habitude. Là. En tout cas, on va essayer de faire notre possible, ça, je peux vous le dire. Oui. Bonjour, Bonnie Campbell. Oui. D'abord, merci beaucoup parce que je pense que la présence des collègues, des étudiants et les gens qui sont ici démontre qu'on est très intéressés à continuer ce type de discussion. Je reviens sur votre premier objectif qui était consolider la recherche et la création. L'UQAM est connu et
je crois, sa réputation dépend de l'espace qui a été accordé aux chercheurs pour pouvoir mener une recherche indépendante et novatrice. Ça fait notre force. On est dans une situation que vous avez bien identifiée quand vous avez parlé de la marchandisation ou le risque de marchandisation des étudiants étrangers. Pour moi, ce qui guette la recherche est au moins aussi important. On est dans une situation de contrainte de finances publiques sur la recherche. Et la question que je pose, vous avez évoqué cette idée quand vous avez parlé de penser le financement externe, mais Monsieur le Recteur, à l'avenir, ça va devenir de plus en plus difficile de conserver l'autonomie, la crédibilité, la pertinence, l'indépendance de la recherche. Quelle sorte de stratégie est-ce que vous voyez? Est-ce que vous avez pensé de mettre un think tank en place? Pour moi, c'est, parce que je travaille sur un sujet sensible, on nous dit, vous pouvez avoir de l'argent des compagnies, etc. La crédibilité de ce que l'on fait est sérieusement remise en cause si on n'a pas des sources autonomes et l'appui de l'université pour continuer dans cette voie. Oui, à un moment donné, ça prend des sources autonomes pour être sûr qu'effectivement. Bon, pour ce qui est de... Il y a deux choses que je répondrai à ça. Dans un premier temps, vous savez que, oui, quand je parlais d'augmenter le financement externe, je voulais dire approprié et pertinent. Là. Et bon, c'est sûr que quand on est dans l'environnement du gouvernement fédéral qui amène souvent par des paiements, qui finance la recherche, on n'est pas parti dans la bonne direction. Et Sareptis et ainsi de suite. Bon, ça, on va travailler à ce niveau-là. L'autre partie, je pense que... ça va prendre un certain temps parce qu'il faut amener l'institution là-dedans, puis il faut aussi, après ça, amener l'extérieur là-dedans. Je pense que c'est un des problèmes de la formule de financement. On ne peut pas dire qu'on défend des valeurs d'autonomie universitaire et en même temps de consolider la recherche parce qu'on pense que la recherche est le moteur même du développement de l'ensemble de la mission de l'université si on n'est même pas capable, dans une formule de financement de l'université, de la reconnaître, indépendamment des subventions que les gens vont chercher là. Autrement dit, il y a un problème là. Dans ce sens-là, il faudrait penser à une formule de financement qui regarde la taille des corps professoraux, qui regarde la nécessité en termes des besoins, en termes de recherche libre et de développement. Et ça fait partie de mon plan qu'on ait, oui, de la recherche subventionnée et comme vous le dites, de la recherche subventionnée libre, là, dans le sens où il n'y a pas de contraintes sur les approches, mais qu'on ait aussi un espace pour permettre à tout le monde qui fait une carrière de prof de partir correctement avec des fonds et ainsi de suite. On ne peut pas penser à financer l'université en disant que la recherche c'est le cœur du développement de tout ça, puis de ne pas avoir rien dans le budget. Regardez, le budget, c'est le nombre de ETPP. Puis les ETPP, les deuxièmes P, c'est pondéré par la discipline, et ainsi de suite. Et tout marche en fonction d'un décompte. Alors, c'est sûr que ça dévie complètement vers des programmes où on a des disciplines, puis des programmes où ça paye, puis ainsi de suite. Puis là, on est dans un monde purement financier. Et c'est ça le problème, c'est que le financier décide de comment l'université va se développer. Ce que j'essaye de faire, c'est de partir à l'envers. Exactement, je suis parti à l'envers pour le plan stratégique. On peut-tu identifier correctement, ça veut dire quoi ça? Puis la question du développement de la carrière professorale, les besoins financiers que l'université doit disposer pour s'assurer que son corps professoral évolue d'une façon correcte, avant même toute question de financement externe doit être dedans, puis ça doit être dans le budget des universités. Sauf pas garanti qu'on est capable de l'avoir tout de suite, là, mais c'est mon approche, ma stratégie, comme vous dites, c'est ça. C'est de faire reconnaître l'ensemble des dimensions de l'université dans le financement, même par une formule claire, transparente, qui ne fera pas d'effet pervers en essayant d'obtenir de l'argent pour quelque chose alors qu'il est donné pour d'autres choses. Ça ne marche jamais parce qu'à ce moment-là, l'autre bord finit toujours par retirer de l'argent de son côté. C'est ça ma réponse. Mais c'est pas sûr. Ça va prendre un bon moment avant que ça arrive. Oui. Donc, bonjour, chers collègues, merci d'être venus. Vincent Romani, professeur au département de sciences politiques. Alors, j'avais commencé avec une petite inquiétude concernant justement les caméras de sécurité, parce qu'en lisant le projet de la direction, il était proposé d'une manière complètement différente des autres universités qu'il n'y ait pas de caméras cachées. Alors les autres universités disent on n'utilisera pas de caméra cachée dans notre politique, sauf soumission à une demande judiciaire et policière.
Et la proposition de la direction, c'était de dire on peut utiliser des caméras cachées sans aucun contrôle judiciaire, sans aucune initiative judiciaire. Mais au début, j'étais inquiet, mais maintenant que vous avez pris un engagement ferme pour une infirmerie, un médecin, je me dis qu'en fait, en multipliant les caméras avec des capteurs super sophistiqués sur le corps dans les bureaux, on peut se servir, étendre cette notion de sécurité. Enfin bon, voilà. Ça, c'était la parenthèse. J'étais très content de cette affaire-là. Et sinon, c'est vraiment trivial. C'est en fait, plus jour les comptes rendus de conseil d'administration et de commission... de comité exécutif, plus je vois en fait des décisions et des résolutions qui sont confidentielles. Alors, c'est-à-dire, moi, je voyais au début le nom du professeur ou de la professeure engagée, le traitement était confidentiel, et puis là, il y a une décision confidentielle qui est prise, et puis il y en a de plus en plus. Il y en a plusieurs dans le dernier compte-rendu du conseil d'administration. On connaît même pas le sujet, donc moi, j'aimerais savoir, au moins, avoir une idée, en fait, puisqu'on parlait de transparence et de caméra tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui concerne au moins ces décisions qui sont complètement confidentielles voilà, merci. Ouais, okay. Bon, l'histoire des caméras cachées, je ne connais pas ça. C'est pas sur ça. En tout cas, on en parle. C'est un vote, là. Pour moi, les caméras, ils sont là, puis ils sont là pour des raisons. Il y a une exception pour des caméras cachées en plus des caméras... Bon, en tout cas, on s'en occupe. L'autre chose concernant le conseil d'administration, ça aussi, c'est là-dessus, ce qu'on essaie de faire, et ça progresse de jour en jour, puis là encore, on est en train de faire des changements. Oui, c'est vrai qu'il faut améliorer le fonctionnement. On a déjà commencé. Là-dessus, la présidente et le recteur s'entendent très bien sur toutes sortes de choses, comme par exemple des choses qui ne devraient pas exister et qui n'existeront plus, puis qui n'existent plus actuellement. On n'essaye pas d'accrocher un morceau du conseil d'administration, puis de le pré-informer. J'aime bien ce que la présidente m'a dit quand je lui disais ma vision comme recteur. Elle m'a dit c'est tout à fait la mienne aussi. Je suis la présidente de tout le monde. Il y a des internes, il y a des étudiants, il y a tout ça. J'ai pas d'affaire à avoir des relations de type différentes avec un qu'avec l'autre. Donc, on est parti avec une idée qu'on va aller vers une gouvernance plus ouverte. Moi aussi, quand je regarde comment ça se passe, et c'est pas juste les affaires qui arrivent confidentielles, là, il y a des choses qu'on surveille beaucoup, là, et depuis mon arrivée, je les surveille, puis des fois, on se dit « Oups, il y a des choses à corriger là. » Du genre, quand arrive-t-on à demander quelque chose au conseil alors qu'on sait très bien qu'il n'est pas suffisamment informé ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on va travailler aussi en termes pour être sûr que les gens sont saisis de la bonne information. D'ailleurs, quand on a fait des réunions pour se poser des questions sur comment allait fonctionner le conseil d'administration, cette question-là de l'information correcte est arrivée. Et assez curieusement, ça fait de les vagues en place, ça aussi. Donc, ça prend un temps pour mettre le processus en branle. Et la question de la confidentialité comme telle des résolutions, il y en a qu'il faut qu'ils restent confidentiels quand on parle quand on nomme des personnes, puis qu'on parle de salaire ou de revenus, d'argent. Puis il y en a d'autres aussi qui sont plus au comité exécutif. Que si ça devenait public, supposons par exemple que le comité est saisi d'un point, le comité exécutif, ou c'est un bail ou quelque chose comme ça, mais que si la personne qui fait le bail à l'extérieur après va être capable de nous... on l'a déjà vu dans le comité qui sont arrivés. Je ne peux pas vous dire un cas exact, mais j'en ai vu passer comme ça où, si on révèle l'information, on se trouve à perdre notre capacité de négociation. C'est dans ce sens-là qu'il demeure confidentiel. Mais il ne devrait pas avoir plus que ça, selon moi. Là. Et là, on est en train de regarder le fonctionnement du conseil pour voir est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer ça, parce qu'idéalement, il faudrait que ce soit complètement transparent. Il faudrait qu'il y ait
même ça, après-midi, là, j'ai rencontré pareil comme vous, parce que j'ai dit le conseil d'administration, j'ai des membres. Puis la première fois, oui, c'est qu'il est 2 heures, puis qu'on nous dit, attends, l'autre bout, ouais, c'est correct. Bien, justement, on va rencontrer le conseil d'administration, puis ça va être avec web diffusion et tout le kit. Fait qu'on va être des caméras de surveillance à l'intérieur du conseil d'administration. Bon, ils vont partir après, par exemple. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Sophie Grenier, je suis Oui. secrétaire de direction à l'UQAM. Oui. Je travaille au sein de chaire de recherche et d'unité de recherche. Je vais fêter bientôt mes 10 ans à l'UQAM. Donc, je suis fière représentante, peut-être une partie du personnel de soutien. Donc, je vous remercie de me donner la parole. J'aimerais porter à votre attention, permettez-moi de lire, hein, je n'ai pas le talent des orateurs ici présents, là, du corps professoral. J'aimerais porter à votre attention les multiples embûches et contraintes que vivent la grande majorité des secrétaires et des coordonnateurs de recherche depuis l'adoption par les services financiers de l'UQAM des nouvelles procédures administratives touchant principalement les centres et les chaires de recherche. Je profite de l'occasion pour souligner mon étonnement vis-à-vis les nouvelles dispositions requises pour le traitement des rapports de voyage liés aux déplacements et séjours. Je peux comprendre qu'il y a eu des abus de toutes sortes par le passé et que, suite à plusieurs vérifications, les autorités ont demandé des changements pour plus de rigueur. Mais j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi un titulaire de chaire ou un directeur d'unité doit maintenant demander la signature d'un directeur de département ou du doyen afin de faire approuver une dépense d'un tiers membre de sa propre équipe de recherche. Pourquoi enlever le pouvoir de signature aux titulaires de chaire de recherche alors qu'ils sont les seuls responsables des fonds? Le titulaire est responsable de ses comptes budgétaires. Il est à même de décider si une dépense de séjour et de déplacement d'un de ses membres de son laboratoire de recherche est justifiée ou non. Les directeurs départementaux et les doyens peuvent difficilement juger du bien-fondé des dépenses engagées dans le cadre du fonctionnement d'une chaire de recherche pour laquelle ils doivent tout de même autoriser la dépense. Concrètement, pour tous les secrétaires et tous les gestionnaires de chaires et d'unités de recherche et des autres unités de l'UQAM, ces changements administratifs ont un impact immense sur l'ensemble du travail effectué, et ce, quotidiennement. En effet, une unité de recherche organise plusieurs activités, conférences, séminaires, colloques dans le cadre d'une seule année. Elle invite plusieurs chercheurs, conférenciers, professeurs renommés, étudiants étrangers, etc. Et évidemment, de ces organisations découlent fréquemment des frais de déplacement et de séjour. Je donnerai ici l'exemple des dépenses pour les étudiants d'une chaire pour lesquels j'avais auparavant l'autorisation en tant que signataire délégué. J'ai perdu cette autorisation-là. J'avais alors l'autorité de signer les demandes de paiement afférentes à des déplacements et séjours dans le cadre d'événements scientifiques. À la limite, je peux concevoir qu'on doive maintenant obligatoirement faire signer le titulaire ou le directeur pour chaque déplacement des étudiants. Mais il m'apparaît problématique de demander au directeur de département, aux doyens, d'ajouter leur signature. Par exemple, vous serez forcé d'admettre qu'il est onéreux en termes de taux horaires, de demander la signature de l'étudiant, du titulaire, du directeur de département et du doyen pour un simple déplacement en autobus Montréal-Québec à 86$. J'ai aussi eu une peine immense à rembourser une doyenne de l'Université Laval qui est venue chez nous. Elle nous a donné tous ses reçus, ses lettres d'invitation. On parlait dans l'entour de 100$. Les services financiers m'ont appelé pour me demander une photocopie de son relevé de carte de crédit. Favoriser les partenariats et la collaboration, c'est aussi ça. Il me paraît tout aussi inconcevable que l'on doive maintenant joindre d'autres formulaires à la demande de paiement qui était déjà existante, qui était, selon moi, excellente et très bien faite, pour en ajouter une autre qui donne aucune information supplémentaire. Je ne veux pas faire d'ironie, mais il faut se demander si le projet de l'environnement de l'UQAM d'un monde sans papier est réaliste. J'ajoute qu'à l'époque de l'adoption de ces nouvelles procédures de signature, une responsable au département des services financiers m'avait alors dit que ces changements étaient demandés par le Programme des chaires du Canada. Après leur avoir téléphoné, ils m'ont plutôt indiqué que c'était le contraire. C'est une bonne nouvelle pour nous, ça veut dire qu'on peut faire des changements. Je termine en mentionnant que le climat de suspicion qui règne au-dessus du corps professoral, mais surtout des professionnels, ajoute aussi à notre charge de travail, en plus d'être, selon moi, inacceptable. Il n'est pas rare que notre titulaire ou moi-même reçoivent des appels téléphoniques des services financiers pour se faire poser des questions sur un ton inapproprié sur les rapports de voyage ou les comptes de dépenses. Je crois que l'on doit considérer que les professeurs sont des professionnels qui ont normalement un comportement éthique et qu'il faut arrêter de présumer de leur mauvaise foi. Je suis consciente qu'il faille assurer une traçabilité très rigoureuse, efficace, mais peut-être pas sur un ton suspicieux. Une option d'instaurer un système de barème, par exemple, pourrait peut-être être une bonne option. Les centres de recherche et les chaires devraient, selon moi, être traités et gérés différemment d'une simple subvention régulière. Notre force de travail serait mieux utilisée si elle était liée à l'organisation d'événements scientifiques plutôt qu'à une multiplication des procédures administratives.
Si l'UQAM veut faire un virage marqué vers sa réussite des relations internationales, elle se doit de commencer par encourager et faciliter la gestion des activités de ses propres centres de recherche. Je vous remercie. Merci. Vous avez tout écrit ça, là? Donc ça se transmet facilement sur oui, en public, pour peut-être en voir d'autres un peu partout. Ce dont vous parlez, c'est des procédures administratives. Ça, on n'a même pas besoin d'un plan stratégique. Là. À un moment donné, les procédures administratives sont revues annuellement et ainsi de suite. Et cette chose-là, je l'ai entendue d'autre part par d'autres personnes. Et je pourrais même vous dire, vous savez, ces procédures administratives-là, s'appliquent au recteur aussi, hein, de la même façon, là, avec les mêmes affaires. Bon, en tout cas, je vais m'en tenir à ça. Et donc, ça, là, c'est effectivement des choses qui sont révisées annuellement et les choses que vous nous apportez comme information, normalement, on devrait s'attendre dans l'UQAM parce qu'on peut avoir... C'est sûr qu'il faut contrôler correctement là, pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur et ainsi de suite, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être... désagréable, hyper contrôlant et ainsi de suite. Puis ça, on est capable de travailler ça directement à partir de l'administratif. Pas besoin d'aller dans le politique, pas besoin d'aller dans le... Et donc, je reçois ce que vous me dites, là, comme je l'ai entendu de part et d'autre. Là-dessus, ben, on fera un examen de la situation, puis on vous informera. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait se retrouver dans des complexités souvent bureaucratiques qui nous empêchent effectivement souvent d'être efficaces et puis ou qu'on devient plus coûteux. Mais les cas particuliers comme ça, il faut les regarder un par un puis se donner une politique. Mais je reçois très bien ce que vous me dites et puis on va l'analyser puis on va revenir aux gens là-dessus. Bon, là, on me dit oui, je sais. C'est parce que j'ai l'autre, le conseil d'administration, qui commence dans 15 minutes. Notre temps est écoulé depuis un quart d'heure, mais ça m'a... Permettez-moi de vous remercier sincèrement. Ça m'a fait vraiment plaisir quand j'ai vu le monde. Bon, c'est toujours comme ça, s'il y a des employés, des chargés de cours, des profs et des étudiants. Parfait. C'est ça que je voulais. Mais si vous pouviez, oui, une petite question, oui. Si vous pouviez transférer ça sur le wiki, qu'il soit plus occupé, ça ferait le même. Ça va nous donner de la job, parce que c'est nous autres qui gèrent cette affaire-là, mais ça serait très apprécié parce qu'on peut déclencher des débats, c'est ça qu'il faut faire. Oui. Une petite dernière en partant. Oui. Oui. Donc, je suis simple étudiant en baccalauréat, sciences politiques. Donc, oui, il faut le micro. Faut parler dedans, parce que sans ça, ça ne sera pas... oui, je n'ai pas l'habitude. Ah. Donc, moi, je voulais mettre la lumière sur l'internationalisation en fait, de l'UQAM. Et puis, je suis étudiant étranger, ici. Et je voulais mettre la lumière aussi sur le fait que certains étrangers payent 4 fois plus, doivent payer beaucoup plus que les autres. Est-ce que la logique de communauté, ça marche, ça? Est-ce que le fait d'être dans une communauté, ça ne suppose pas un pied d'égalité entre tous les étudiants? Et puis, est-ce que l'excellence, vous la voyez comme ça? Est-ce que l'excellence suppose en fait une marchandisation de ces étudiants étrangers afin de financer certains projets et tout ça? C'est juste des questions que j'essaye de... Je peux vous dire ça très rapidement. Là, normalement, oui, très rapidement. Donc, y a-t-il un moyen vraiment de changer les choses et remettre tous les étudiants? Stratégie d'internationalisation, ça veut dire qu'on crée un réseau à partir des valeurs partagées en des universités où il y a une libre circulation. On crée des espaces de mobilité où les gens vont. C'est pas parce qu'ils viennent d'un bord qu'il faudrait leur charger plus cher que parce qu'ils sont de l'autre bord. Puis, il y a une autre façon de voir les choses qui est justement pas liée à ces aspects financiers-là. Puis, personnellement, ce que je développe dans l'internationalisation comme stratégie, ça fait plutôt appel à un partage là aussi, puis de payer raisonnablement ce qui coûte pour les déplacements et ces choses-là, et pas d'aller chercher. Ça, c'est une autre façon d'approcher le problème comme étant une façon de faire de l'argent avec les étudiants étrangers. Ce que je ne comprends pas exactement, c'est qu'il y a des pays francophones dans le monde, marocains, algériens, sénégalais. Il y a d'autres pays francophones qui sont européens, français. C'est parce que la France a une entente avec la GREPUC qui date depuis longtemps et qui dure depuis longtemps et qu'effectivement, on peut se poser la question, pourquoi ça, puis pas les autres? Parce que moi, quand je rencontre des Tunisiens, puis des gens, pourquoi pas nous autres? Puis, il n'y a pas une manière d'agir? Oui, on va probablement l'ôter, cette affaire-là, le privilège français qui traîne depuis un bout de temps. Mais le privilège français, en plus, c'est tout web diffusé, ces affaires-là. Plus je parle à ma communauté, plus... Parce qu'en passant, l'UQAM me regarde... En tout cas, oui, c'est dû à une entente historique qui est arrivée entre deux pays sur un échange international, puis que finalement, ça fait qu'avec quand ça s'est étendu à d'autres parties de la francophonie, ça crée un biais. Il était exclu, puis ça, faut pas... on va le régler, ce problème-là. OK? Non, c'est parce que je disais quand...
L'UQAM ne regarde ça pas trop, là, mais il y en a qui ratent jamais une vidéo ou quoi que ce soit que j'écris sur le web, c'est les autres universités et le gouvernement. Alors, donc, merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Oui, oui. L'ennemi, je pense. On va se dépêcher. C'est correct?